écoutez la Ligue des Cinévores en compagnie de moi, Mathieu, votre animateur, et je suis toujours avec mon collaborateur habituel, Max. Comment ça va, Max? Ça va super bien, toi, mon Max? Et écoute, émission spéciale cette semaine, on a un invité, faisait longtemps que je le voulais à mon émission. C'est mon ami Guillemot Tolosa. Salut Guillemot! Ça va super bien. Très content d'être avec vous enfin. On est très content de te recevoir. Écoute, on parle d'un film d'un Guillemot, fait qu'il nous fallait un Guillemot avec nous pour en parler. C'est ça, ça tombe bien. Ça tombe super bien. Fallait balancer, là. C'est un beau concept. Comme vous l'avez entendu, on va critiquer le film La forme de l'eau, comme Max aime le dire en français, fait par Guillermo del Toro, un excellent réalisateur. Il me fait signe oui de la tête. Et on va parler entre autres aussi de Sony, qui crée son propre univers de super-héros. On va parler aussi de la cousine de Superman. Et on va parler aussi des Power Rangers. Alors sans plus attendre, on va être du côté des chroniques. Les chroniques. Alors on est du côté des chroniques et on commence comme d'habitude parce qu'on a vu et écouté. Et cette semaine, on va commencer avec notre invité, Guillemot. Guillemot, tu as vu certains films récemment? Oui, en fait, je me suis rattrapé dans mes émissions pas dans mes émissions, mais mes films de super-héros. J'ai réécouté Avengers Infinity Wars que j'étais allé voir au cinéma, puis que je l'ai écouté une fois. Puis c'était rendu quand même vague dans ma tête, dans mes souvenirs. Donc je l'ai réécouté, il était disponible sur le site que tu m'avais conseillé justement. HDS.to. Puis la qualité était super bonne, c'était en français. Moi ça me dérange pas. Toi t'es quadrilingue, tu parles 4 langues, c'est tout t'en fous un peu. Je suis correct en anglais puis en français, mais tu sais c'est toujours plus clair en français. Puis je l'ai réécouté, puis j'ai recompris des bouts qui m'avaient manqué. Comme je te dis la première fois, t'écoutes vite, puis... Ben oui. Tu l'oublies. Je pense que toi aussi, t'as écouté... J'ai écouté il y a pas longtemps. J'en ai parlé la semaine passée. Je l'ai écouté une deuxième fois et j'ai pu voir plus de détails. C'est vraiment un très gros film. Là. Ça manque plus qu'un visionnement pour bien le comprendre. Il y a de quoi aussi que je t'en avais parlé, je pense, parce que au début, avant que le film sorte, il y avait des rumeurs que, tu sais, comme ça a fait avec Harry Potter, le dernier film, ils l'ont fait en 2 films. Ouais. Puis c'était lequel l'autre aussi? Il y avait le Hobbit qui ont fait en 2 films, je pense. En 3 films, oui. 3 films, ouais. Puis c'est ça, il y avait eu des rumeurs comme quoi qui disaient qu'il y allait avoir 2 films 2 films Avengers. Puis après ça, il a dit finalement il va juste avoir un film. Donc là je me suis dit c'est dommage, tu sais, j'aurais aimé ça avoir un deuxième Infinity War. Mais là, plus le film avançait, quand je l'écoutais en salle, là, je me disais ouais, mais on va manquer de temps là, ça fait déjà 2 heures que le film roule. Puis c'est ça, est-ce que je peux le dire pour les auditeurs peut-être qui l'ont pas vu? Spoil pas le film là, parce qu'on n'est pas dans une section qui permet de le faire pour ceux qui l'ont pas encore vu, même si ça fait un certain moment qu'il est sorti, on respecte nos auditeurs qui l'ont pas encore vu. Mais effectivement, ils ont annoncé un autre Avenger qui va sortir l'année prochaine pour conclure l'histoire parce que en un film c'est impossible de faire ça. Donc, mais c'est un très bon film. Je pense que tu as vu autre chose? Oui, j'ai également écouté Deadpool 2, que j'étais en retard, que je voulais aller voir au cinéma, mais finalement, manque de temps, j'ai pas pu aller le voir au cinéma. Puis il était encore disponible sur ce site-là, fait que je me suis dit, je vais faire une pierre deux coups, puis écouter le film de Deadpool, qui est un de mes super-héros que j'aime beaucoup. J'avais bien aimé le premier. Puis le deuxième, je sais pas comment, j'ai été mi-figue, mi-raisin, je te disais. Je l'ai trouvé bon, mais différent. Je l'ai trouvé un petit peu plus sentimental. On en parlait tout à l'heure, que ça tourne sur une espèce d'histoire d'amour entre Deadpool puis sa copine. Puis il était dans une espèce de recherche de rédemption en essayant de sauver quelqu'un dans le film. Tu comprends ce que je veux dire? Puis il n'y a comme plus l'effet de surprise du premier non plus. Là. On connaît la recette déjà. Non, c'est ça. Le film reste bon en soi. Là. J'ai passé un bon moment. Il est très drôle. Mais effectivement, il y a des différences avec le premier qui fait que j'ai tendance à dire que le premier, je le préfère. Mais ça reste un bon film. J'ai trouvé aussi qu'on le voyait moins dans son costume. On le voyait plus en Wade Wilson. Effectivement. T'as vu aussi un autre film, je crois? J'ai réécouté juste pour le fun, je sais pas pourquoi ça m'a popé comme ça dans la tête, La Momie. Lui avec Brazen Fraser? Ouais, c'est ça, le premier, pas celui de Tom Cruise, je l'ai pas encore écouté, puis ça me tente pas tant de l'écouter. Passe ton tour. Ouais, j'ai juste écouté la bande-annonce, puis je me suis dit, bon, ça m'attire pas tant l'attention, mais c'est ça, comme je t'ai dit, La Momie 1, ça m'avait beaucoup marqué mon enfance. Ça va faire quand même 20 ans de... il commence à être vieux, c'est là. Je me souviens de la bande-annonce quand ça avait passé à la télévision. Là, puis tu le vois, je me souviens d'une scène quand il est dans l'avion puis il est en train de tirer sur la face d'Imhotep en mur de sable. Donc j'imagine après 20 ans, le monde doit l'avoir vu, ce film-là, ils savent de quoi je parle. J'imagine bien. C'est comme La Momie 2, tu regarderas The Rock. Roi Scorpion, oh mon dieu. Oh, les effets spéciaux étaient pas si pires. Ben, même à l'époque
C'était pas bon, ça. Là. Ah, c'était assez... Mais moi, je l'ai quand même aimé, comme je t'ai dit, je l'ai vu de mes yeux d'enfant. Ouais. J'ai bien aimé la scène de combat dans le 2 quand ils se battent contre les soldats. Les deux premiers, c'est deux très bons films pareils. Là. Contre les soldats d'Anubis. Je trouve que les deux premiers, c'est les meilleurs de la série. Ouais, le 3, je veux même pas en parler non plus. On en parlait c'est ça qui a tantôt. annulé la série, parce qu'il voulait en faire un quatrième, puis ça n'a jamais donné. Puis ils ont voulu relancer avec Tom Cruise, puis... Je pense que c'est le dernier gros film à Brendan Fraser. On l'a jamais vraiment revu par après. Là. Non, il a comme pris une retraite, on en a parlé il y a pas longtemps, il a pris une retraite de sa carrière quand il était agressé puis tout. Ouais, c'est ça, c'est lui qui était touché, là, pas l'inverse. Ouais, c'est ça exactement. Puis il a dit que ça avait dégoûté, fait qu'il s'avait éloigné de l'univers d'Hollywood. Puis il est revenu récemment, il a joué dans une série TV cette année. Puis il y a un film, je crois aussi, que j'ai vu passer. Donc je pense qu'il revient au cinéma. Mais c'est un bon acteur que je trouve dommage qu'il ait disparu un peu de nos écrans parce qu'il était autant bon pour des rôles d'action que de comédie. Donc il avait un fort potentiel. Donc, dans Georges de la Jungle, entre autres. Georges de la Jungle, oui. Il y a pas un film que sa blonde c'était comme le diable aussi. Il y a un film que, dans fond, il y a le diable, il offre en échange de son âme 7 vœux pour qu'il réussisse à cruiser la femme qu'il aime. Donc il sert de ces vœux-là pour la cruiser, mais à chaque fois, il se fait avoir par le démon. Le démon se représente par une femme sexy. C'est une très bonne comédie, je l'ai beaucoup aimé ce film. Ça fait longtemps aussi. Ouais. Puis il y a de quoi aussi que j'ai remarqué pour revenir à la momie, genre, mais tu sais, je sais que pour le besoin du film, tu peux pas le faire, mais parce que je sais pas si tu te souviens, mais Imhotep reste vulnérable tant qu'il est pas régénéré, c'est pas régénéré complètement. Puis il a peur des chats, juste un simple chat, parce que c'est les gardiens de l'enfer. Donc je me suis dit, pourquoi que Brendan Fraser a pas gardé un chat sur lui tout le long? Il aurait jamais réussi à gagner, donc juste une petite pensée que j'ai eu comme ça. C'est pas bête, c'est pas Faut bête. faire avancer l'histoire, là, mais J'ai un peu dans pensé. la réalité, j'aurais gardé le chat tout le long avec moi. La preuve que ça fonctionne, ça marchait avec Kevin Spacey. Ça marchait avec Kevin Spacey. Oh, il s'en sort en chat. Ouais, puis plus de carrière. Bon. Bon, bref. Tu venais avec une série que t'as écoutée? Oui, c'est ça exactement. Ça, comme je te dis, c'est quand je me réveille puis j'ai rien à faire, puis je flâne sur YouTube, puis c'est des idées comme ça qui me reviennent en tête de trucs que j'avais déjà regardés. Puis ça, c'était une série quand même trash. C'est pour adolescents. Ça fait quand même un petit bout. La première saison, c'est sorti en 2007. C'est Skins. Je sais que c'est très... ça a été très populaire pour les adolescents. En fait, c'est comme une série ado. Okay. Puis ça montre... comme les vies, les espèces d'épreuves que tu as affrontées durant l'adolescence, comme il y en a un que c'est le gars cool, tu sais, qui pogne avec les filles, et puis ça va par épisode de chaque personne, donc il y a un épisode sur chaque personnage. Puis justement, le premier, ça commence avec Tony, le gars cool, si je peux dire entre parenthèses. Après ça, tu sais, il y a comme la fille Cassie, qui est anorexique, il y en a un autre qui est homosexuel. C'est une grosse série? Ça a été très populaire, comme je t'ai dit dans le temps, ça fait quand même 11 ans, c'était en 2007. Il y a eu plusieurs séries, je pense qu'il y en a eu comme... je pense qu'il y a eu comme 4-5 saisons. Je sais que MTV a repris l'idée parce que c'est une série britannique à la base. Ah, ok. Puis évidemment, les États-Unis ont voulu faire leur version américaine, mais ça a été très mauvais comparé à la version britannique. MTV a juste fait une saison, puis après ça a juste pas pogné. Là, souvent les copies sont moins bonnes ou ils marchent pas tout simplement. Il y en a des fois que ça arrive. Là. Je sais qu'entre autres, il y a Office, la série de Office qu'on parlait l'autre fois. La version américaine a été très appréciée. Pourtant, il s'aime déjà une version en anglais, c'est la version originale britannique. Mais je sais pas pourquoi les Américains s'entêtent absolument à tout remaker à leur sauce. Genre. Comme il y a eu Taxi, la version américaine Taxi qui a été très mauvais. J'avais vu il y a eu le dîner de con aussi. Ça, je l'ai même pas écouté parce que... J'ai vu les deux, puis j'ai regretté qu'il existe en version américaine, puis ça détruit l'œuvre. Comme je te dis, juste par respect pour la version originale, moi des fois j'écoute pas le film. C'est vraiment bien, c'est vraiment bien. Écoute, on va aller avec Max, parce que Max aussi, t'as vu beaucoup de choses. Ouais, quand même, c'est rare que c'est moi qui est plus chargé, mais là, cette fois-ci, j'ai quand même pas plein de choses à dire. J'ai terminé La Casa de Papel que j'ai parlé la semaine passée. La Casa de Papel, en espagnol. Ouais, c'est une série espagnole. J'ai écouté en français, honnêtement. Ouais. T'as pas le luxe de parler 4 langues. Ouais, il y avait quelqu'un qui me dit moi je l'écoute en anglais. Je dis pourquoi? Tu sais, absolument, quand on écoute quelque chose en anglais, c'est parce que tu vas entendre les voix originales, mais là c'est en espagnol. Ouais. Il fait ouais, je sais, mais. Ok. Bref, c'est ça. Fait que j'ai fini La Casa de Papel. J'aime ça dire ce nom-là. Ça veut dire maison de papier pour ceux qui. Ouais. On le voit sur Netflix, c'est qui en français aussi le titre. Mais quand j'en ai parlé la semaine passée, actuellement il y a 2 saisons, il y en a une 3e qui s'en vient. La première saison, je l'avais fini au moment que j'avais fait l'enregistrement la semaine passée. Mais là, je l'ai fini comme 2 jours après la saison 2. Fait que j'ai fini la série au grand complet.
C'est vraiment excellent. Pour vrai, c'est vraiment, 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 vraiment bon. La seule affaire qui me déçoit dans tout ça en bout de ligne, c'est que la saison 2, finalement, ben, elle a une fin parfaite, mais Netflix a commandé une 3e saison. Puis, elle est vraiment pas nécessaire. Genre, ça apportera absolument rien. Genre, en tout cas, à moins qu'il y ait vraiment quelque chose d'intéressant, mais c'est une série qui n'a réellement pas besoin. Fait que j'en retournerai pas trop là-dessus, vu que j'en ai parlé la semaine dernière. Sinon, j'ai écouté une autre série que c'était une recommandation de Mathieu. Oui, en fait, t'as écouté une de mes recommandations, je suis content. Ouais. J'ai écouté The End of the Fucking World, que j'ai clenché. En français, la fin du fucking monde. C'est putain de monde. En fait. Putain de monde, excuse. Je l'ai clenché en 2 jours. Écoute, c'est 8 épisodes, c'est 20 minutes. Si t'avais pris plus que 2 jours, là, il y a eu un problème. Ben, c'est ça, j'en ai écouté comme 4 une journée, 4 le lendemain. Je l'ai clenché, j'ai trouvé ça super bon. Dans le fond, pour résumer vite, c'est quoi? C'est 2 jeunes. Un qui pense qu'il est actuellement psychopathe, vu qu'il tue des animaux, puis qu'il sent comme aucune émotion. Puis une fille qui est clairement trop franche. Et dans le fond, ces deux-là vont se joindre ensemble. Il va arriver un événement à partir du 3e épisode qui va comme chambouler leur vie. C'est très trash sans être trash. Les propos sont quand même assez déstabilisants, même un peu sombres, mais la série réussit à avoir un ton. C'est de l'humour noir sans appliquer l'humour noir. Ouais, c'est nuancé. Ouais, exactement. Il n'y a rien qui est tout à fait blanc, il n'y a rien qui est tout à fait noir. C'est tout le temps dans la zone grise. J'ai eu quand même vraiment un plaisir à l'écouter. J'ai aimé aussi le visuel. Tout est déprimant, là. Tu sais, il n'y a pas de vie dans ces épisodes-là. Puis c'est ce qui rend l'émission comme intéressant à regarder pour l'esthétique, dans le fond. Est-ce que c'est récent comme série? C'est sorti cette année, je crois. Je pense que c'est au début de l'année que c'est sorti. Ouais. Puis il y a une saison pour l'instant de 8 épisodes de 20 minutes chaque. C'est basé sur un comique britannique. Et eux qui ont produit la série disent qu'ils voudraient faire une saison 2. Pour l'instant, Netflix n'a pas renouvelé pour une saison 2. Mais il y a des chances qu'il y ait une saison 2. Même si la première saison finit quand même. Elle finit drastiquement, on s'entend, t'as vu à la fin. Ouais. Mais c'est quand même une belle fin, je veux dire. Donc, ça pourrait finir là. C'est disponible sur Netflix? Ouais, exact. C'est une série. Ouais, je vais l'écouter moi aussi. Sinon, j'ai écouté. J'ai pas de nom en français. J'ai pas de nom en anglais parce que ma PlayStation. J'ai Netflix sur ma PlayStation, puis ma PlayStation est en français. Et Netflix va me mettre le titre en français. C'est Ni queue ni tête. J'en ai parlé un peu à Mathieu hier. Dans le fond, c'est 5 jeunes qui s'en vont faire du camping dans le bois, qui vont se saouler à la gueule ben raide. Ça, tu vas aimer ça, Guillemot. Puis, puis à un moment donné, il y en a un là-dedans qui va se tirer une piste, mais qui joue avec son couteau en même temps. Et ses chums ils vont lui faire le saut. Fait que qu'est-ce qui va arriver, c'est que ce couteau-là va lui couper la graine. Ok. Ouais, fait que le gars, il perd son pénis, fait qu'il se ramasse à appeler des secours pour que l'hélicoptère vienne chercher le gars en question, vu qu'ils sont bien trop enfoncés dans le bois. Fait que l'hélicoptère arrive, part avec le jeune, mais ils se rendent compte finalement qu'ils ont oublié le pénis dans la glacière. Fait que là, les jeunes font « Ah, tabarouette », puis le gars qui est venu les chercher en question, il dit « Ouais, un membre, vous avez jusqu'à 12 heures pour le recoller pour qu'il reste correct. » Fait que les jeunes vont faire « Bon, ben, faut aller porter le pénis. » Fait que le pénis va se ramasser à voyager, on va le voir, je pense, une centaine de fois tout le long du film. Écoute, je vais raconter un mini spoiler, un tout petit. À un moment donné, il y a un serpent qui mord le pénis, puis là, le monde font « Asti, faut enlever le venin, hein? » Ça regarde, c'est qui va le sucer. Je vous laisse voir le reste. C'est vraiment absurde. Mais j'ai ri vraiment de bon cœur. C'est sur Netflix. C'est un film original. Ok, ni queue ni tête, ok, je comprends. Ouais, là, le titre a tout un sens maintenant. Max, il va falloir vraiment que je te fasse une liste de trucs à écouter normal. Moi, ça m'a fait bien rire. Sinon, j'ai écouté Panel Space, une autre série Netflix. Je t'ai dit, j'étais en feu cette semaine. Ça, j'ai écouté le premier épisode, j'en ai pas parlé, mais j'ai écouté le premier épisode de ça. Ouais, j'ai juste écouté les 3 premiers pour l'instant. J'ai juste pas eu le temps de les réécouter. J'ai commencé comme jeudi. Dans le fond, c'est ça pour. C'est un jeune qui. Ben, jeune. C'est une série animée, first. Ouais, c'est une série animée originale sur Netflix. C'est un gars qui se ramasse, dans le fond, comme capitaine d'un vaisseau déserté par sa faute. Il est pas capitaine, c'est qu'il. Ouais, ben, il va devenir capitaine par défaut. Il pense être capitaine, mais dans le fond, c'est un prisonnier d'un vaisseau, d'une vaisseau prison. Puis il est pris là depuis genre 5 ans, toi, comme ça, là. Ouais, puis. C'est ça, dans le fond, on va voir le déroulement du personnage avec son acolyte qui est comme un chat humain. Puis il y a comme une bébite verte qui va se joindre à eux autres, mais cette bébite-là, il semble avoir un ennemi
qui veut absolument le détenir. On sait pas où je suis rendu, je sais pas encore pourquoi, mais c'est l'attrait principal de la série. Mais dans le premier épisode, il explique c'est quoi la boule verte, là. Dans le premier épisode, ça dit que c'est il surnomme le destructeur de planètes. Ah ouais? Ouais. Le méchant à la fin il dit on doit le retrouver, on doit retrouver le destructeur de planètes. Puis là après t'as une image, tu vois la boule verte qui est comme full souriante. Puis c'est... Ouais, comme sous une petite bubette verte genre c'est vraiment très drôle là. Ouais, mais c'est quand même pour adultes. C'est ouais, pas c'est des propos ouais là-dedans, excuse-moi. Non mais ça, il y a un moment où il y a un membre qui se fait démembrer, je vous laisserai voir. J'ai ri là, mais de bon cœur là. J'ai vraiment. Sans dernière chose, j'en parlerai pas longtemps parce que c'est notre critique la semaine prochaine. Tu vas pouvoir en plus alterner avec moi après Mathieu. On est allé voir Mathieu puis moi Mégalodon hier. Ouais. Un film avec Jason Statham qui kick le cul de. Ouais, ils n'ont pas de cul. Qui kick des requins géants préhistoriques. Rien de moins. Je vous donnerai pas mon avis. On va en parler la semaine prochaine. Je laisse Mathieu prendre la relève. Apparemment, il y a des théories qui disent que ça existe encore, hein, des mégalodons. Oui, le livre, c'est le concept. Dans le fond de l'océan. Ça se pourrait vraiment beaucoup. Puis ils ont retrouvé des dents il y a comme une dizaine d'années. Là. Ouais. Le gars, je sais plus que c'est Je deux serais mains. très inquiet si c'était vrai. Ben, le film il donne une théorie de comment il pourrait encore exister, puis la théorie est quand même bonne. Ouais, ça se tient. Ça se tient, c'est pas loufoque. Et je sais pas C'est-tu à cause qu'il serait aveugle, puis le soleil pourrait non, pas... Non, c'est pas ça, ils sont pas aveugles. Ils sont pas aveugles. Ils sont crissement pas avec, mon pas. Non, mais je ferais pas critique là du film parce qu'on va en parler la semaine prochaine, mais c'est un film que je recommande d'aller voir, là. C'est vraiment un bon film. Mais moi, je le recommande surtout en 3D. C'est rare, je dis ça, mais en 3D. Si vous avez le budget, D-Box, ça doit être fou. Ah ouais, on en regrette de pas avoir plus de D-Box. Ça avait l'air malade ceux qui étaient assis devant nous en D-Box. Bref, j'ai vu le film d'animation Coco, qui est un des derniers films en date de Pixar, qui font juste des excellents films d'animation. Et dans ce cas-ci, c'était le film qui a gagné le score l'année passée du meilleur film d'animation. Donc c'est pour montrer à quel point il est bon. Et ça fait un bout que je l'ai écouté, mais ça donnait pas. Et finalement, j'ai écouté en fin de semaine en 4K. Chez mon ami, parce qu'on a mis une TV 4K, donc on s'amuse à écouter des films 4K. Et on a décidé de prendre celui-ci. Et ça a valu vraiment la peine. Les dessins étaient incroyablement beaux. Et l'histoire, écoute, elle était poignante. On avait des sentiments pour le personnage. Mon ami a eu même des larmes à un moment donné dans le film. Même moi, ça m'a beaucoup touché. J'étais ému. Le film est très profond. Comme je dis, les dessins sont à couper le souffle. On s'attache au personnage. L'histoire, c'est quoi? On suit un enfant qui est dans une famille de cordonniers, eux qui font des bottes et des souliers au Mexique. Et ça commence que c'est la fête des morts. Et comme chaque année, la fête des morts, ils doivent exposer les photos de leurs défunts pour qu'ils puissent venir leur rendre visite. Et là, dans cette famille-là, ils sont contre la musique parce que son arrière-grand-père était un musicien, puis il a quitté la famille, puis il est parti, puis ils l'ont jamais revu. Puis ça a détruit son arrière-grand-mère. Et à partir de ce moment-là, ils ont décidé que la musique c'était interdit dans leur famille, mais l'enfant, son rêve c'est de devenir musicien. Et donc il va tout faire pour devenir musicien, et à un moment donné, il va tomber sur une guitare, et il va jouer de la guitare, il va se retrouver transféré dans le monde des morts, et il va commencer à paniquer, et il va croiser ses ancêtres, il va vivre un périple incroyable, dans la ville des morts, c'est à couper le souffle, et l'histoire est très profonde, et écoute, j'ai vraiment fait un film d'animation aussi bon, là. Il mérite son Oscar du meilleur film d'animation, rien de moins. Écoute, j'ai adoré. J'écoute pas beaucoup de films d'animation chaque année, mais j'essaie de toujours écouter les meilleurs. Et celui-ci fait partie de mon top 10 à vie de mes films d'animation préférés. Et là-dedans, t'as l'histoire de jouets, t'as Les Incroyables, t'as Shrek, pis t'as lui, là. C'est pas rien, là. J'ai adoré. C'est un film que je vous recommande. J'ai jamais vu autant de belles couleurs dans un film d'animation. Il y a un jeu de couleurs, là. C'est une saveur qu'on n'est pas habitué de voir parce que là, ça se passe au Mexique, ça se passe dans une place latine. Les couleurs sont plus vives, du mauve, du orange, du bleu. C'est très coloré, c'est très festif. Il y a beaucoup de musique. C'est vraiment très bon là, comme film. J'ai vu aussi, comme je dis, mais j'ai vu 2 séries. Une que je viens de terminer, qui est Reverie. J'en ai déjà parlé, j'ai juste le mentionné la dernière fois. La série vient de se compléter cette semaine avec 10 épisodes. Ils n'ont pas encore annoncé une 2e saison, mais ça devrait pas tarder. Pour remettre en contexte, c'est dans un monde qui existe une réalité virtuelle qui te permet de revivre tes souvenirs ou le monde idéal que tu voudrais et tu ressens toutes les sensations. Donc tu manges quelque chose là-dedans, tu vois quelqu'un, tu embrasses quelqu'un, whatever ce que tu fais, tu vas le ressentir tout en étant chez toi assis dans ton salon. Et la série est très intéressante et dans le fond on suit une femme qui son but c'est de faire sortir les mondes de là parce qu'il y a du monde qui préfère vivre là-dedans que dans la réalité. Fait que ça finit par les rendre malades.
Et la série était un peu lente à partir, je voyais peu le potentiel au début, mais à force du temps, ils ont exploité de plus en plus le potentiel. Et je dirais que le dernier épisode est vraiment incroyablement bien fait. Et je souhaite qu'il y ait une saison 2, parce que je sens que le potentiel est à peine exploité au maximum, de voir d'autres endroits, d'autres mondes à travers une réalité virtuelle. Les possibilités sont infinies. Donc j'ai hâte de voir ce qu'ils peuvent faire avec ça, mais j'ai adoré la première saison, je la recommande. C'est une de mes découvertes de cet été, et c'est vraiment une bonne série. Et j'ai commencé une nouvelle série TV. Ça faisait un moment que je la regardais d'un coin de l'œil, était dans ma liste de séries à écouter, tout près de Stranger Things, là, juste à côté. Puis non, juste en dessous, là, tu sais. Mais il a écouté les 14 saisons de Monk. Il y a 8 saisons de Monk, ok? Stranger Things de 2, je pense c'est quoi, 10 épisodes chaque? Non, écoute, tu vas écouter le premier épisode. Je le sais, faut que je le fasse. Je sais pas qu'est-ce qui te bloque. J'en ai aucune pas grande idée. Au début, j'étais trop down pour l'écouter. Puis là, j'avais téléchargé la saison 1, j'allais sur mon ordi depuis un bout. Puis je sais pas. T'entendras à l'Halloween pour la commencer. Peut-être bien. Je sais que là, ils vont bientôt préparer la saison 3, donc à voir. Mais j'ai commencé la série Turn, espion américain, je pense que ça s'appelle. Et dans le fond, c'est une série de la chaîne MMC. Donc la chaîne. La chaîne quoi? AMC. Ok. Voilà, je le dis en français, plus facile. Et c'est la chaîne qui produit Walking Dead, entre autres, et Breaking Bad. Et ils font ça ici quand même à gros budget. Et dans ce cas-ci, la série Turn, c'est sur une partie de l'histoire américaine. C'est dans le fond, on suit les premiers comment je dirais ça, groupe d'espions américains pendant la Révolution américaine, pendant qu'ils ont voulu se rendre l'indépendance. Et dans le fond, on suit le début de l'indépendance américaine, où que George Washington essaie de libérer les États-Unis des Anglais. Et on suit les premiers espions. On suit un personnage qui est un fermier, que tous les personnages ont vraiment existé. Et c'est un fermier qui a décidé de devenir espion pour vaincre les Anglais. Et c'est vraiment très intéressant comme série. C'est pas une série en grosse action, mais il y a beaucoup de complots, de scènes stressantes d'espionnage, tout ça. Et c'est dans l'époque des colonies, donc c'est vraiment intéressant. Il n'y a pas de technologie. C'est vraiment bien fait. Les décors sont très beaux, même si à certains moments, on sent que certains font vert quand ils sont dans l'océan. Mais dans l'ensemble, j'adore les décors, tout ça. Je me sens vraiment à l'époque de la colonie. Il y a vraiment un budget qui a été mis pour ça. Et moi, j'aime beaucoup les séries historiques. J'ai déjà mentionné plusieurs fois au podcast. Et celle-ci est dans ma liste. J'ai commencé la saison 1 à 10 épisodes. Il y a 4 saisons actuellement. Je pense que c'est fini en plus la série. Et je suis rendu à mi-saison 1, j'aime beaucoup la série. C'est vraiment une belle découverte. Puis l'acteur principal, tu le connais, c'est lui qui fait la chose dans les derniers 4 Fantastiques. Ok, dans le dernier? Ouais, le dernier. Fait que c'est Jamie Bell? Je pense que c'est ça, Jamie Bell. Ouais. Qui joue aussi dans le film Jumper. C'est lui qui fait le personnage principal, qui est un simple fermier qui essaie de devenir espion. Puis il est très bon. Je connaissais peu cet acteur-là. Et juste les premiers épisodes m'ont convaincu que c'est un très bon acteur. Je sais que pour la chose, c'était lui un de ceux qui se débrouillait le mieux dans les 4 Fantastiques. Mais on le voyait peu. J'avais encore en tête, tu parlais des 2 premiers. Non, je parle du dernier 4 Fantastiques qui était mauvais. Outre le fait qu'il y a quelques acteurs qui étaient quand même bons, dont lui qui faisait la chose, que je viens de nommer, Jamie Bell. Mais dans l'ensemble, c'est une série à découvrir. Donc, on va aller dans les nouvelles. Ouais. Donc, je vais te laisser y aller. Ok, dans le fond, j'ai pas beaucoup grand chose, mais je pense qu'il y en a un qui va quand même porter le débat et je vais être curieux d'entendre ton opinion. Guillermo? Guillermo? Ouais. Excuse-moi, je veux comme pas déformer ton nom, mais écoute. Le mien aussi, c'est compliqué, c'est Max. Ok, j'arrête. Dans le fond, c'est une nouvelle qui me laisse un peu perplexe. Il y a un côté de moi qui est comme content. Alors, dans le fond, je vous explique qu'est-ce qui est arrivé. C'est par rapport aux des Oscars, dans le fond, Academy Awards, c'est ça? Okay. Dans le fond, ils ont annoncé que le show... souvent, ce qui arrivait, c'est que pendant la remise de prix, il y avait des prix qui se faisaient donner pendant les publicités. Ceux-là, maintenant, ils vont être diffusés. La cérémonie avait tendance à durer environ 3 heures, 3 heures et demie. Elle va être réduite à 2 heures, alors ça va être plus express. Et ils ont rajouté une nouvelle catégorie. C'est ça qui me laisse perplexe en fait. C'est la nouvelle catégorie, je vous explique. C'est film populaire. Qu'est-ce que ça signifie, film populaire? Est-ce que ça signifie qu'un Avengers 4 pourrait gagner un Oscar? Ou est-ce que c'est vraiment la qualité du film qui va faire gagner un Oscar? Qu'est-ce qui est populaire selon le vue des jeux de l'Academy Award? C'est ça que j'ai la misère à saisir. Mais je pense que c'est une demande depuis plusieurs années pour les Oscars. C'est pas la première fois que j'en entends parler aussi. Parce qu'il y a beaucoup de critiques, parce qu'il y a beaucoup de gros films. Je me souviens, ça remonte même à Batman The Dark Knight, que je pense qu'il avait battu tous les records de vente, là, d'entrée. C'est un des premiers films qui a fait 1 milliard sans la 3D. Là. Ouais. Ça va, c'est un signe. Là. J'ai l'impression que...
Ouais, Dark Knight, c'est peut-être le seul film vraiment de super-héros là, qui me vient en tête qui aurait mérité vraiment une place aux Oscars. Là. Ben, Logan, moi je trouve qu'il aurait mérité une place aux Oscars. Ouais, mais encore moins que je trouve que. Même si j'adore beaucoup Logan. C'est nébuleux à juger, mais c'est une demande parce que beaucoup de gens qui critiquent que c'est toujours des films indépendants ou c'est pas des gros films qui se retrouvent aux Oscars. Je peux comprendre dans un certain sens, pas parce que c'est un gros film que c'est un bon film. Mais. Non, je trouve que c'est. Ben, les Oscars, c'est plus dramatique, tu sais, comédie dramatique. Je trouve que si populaire, ça ferait plus comme un vote jeunesse au MTV Awards, quoi de même, genre. Ben, c'est ça, MTV Awards, c'est un peu le principe, c'est tout ce qui est populaire. Mais je pense que c'est moins glorieux, ça se vend sur une affiche. Je peux pas mettre on a gagné le MTV Award. C'est moins glorieux qu'un Oscar. T'sais. Mais c'est aussi pour améliorer l'image des Oscars parce qu'ils vont pas bien depuis plusieurs années. Les codes d'écoute sont en chute. Ouais, dont l'année passée ils se sont trompés de prix. C'est l'an passé? Il y a 2 ans. Il y a 2 ans? Ouais. Ah ouais, t'as raison. Il y a 2 ans, ils se sont trompés de prix. Puis là, ils essaient d'améliorer ça parce que l'image elle va pas super bien les Oscars. Je pense que c'est une manière de rattracher le public de toute génération parce que là, le plus populaire, ça va toucher tous les films. Ce ne sont pas juste des films indépendants, dramatiques qui ont été présentés à Berlin. Puis, on a critiqué La Forme de l'eau tantôt. C'était pas le gros film de gros blockbuster, mais il a quand même mérité l'Oscar parce que c'est un bon film. Mais dans ces choix-là, t'avais pas, mettons, Terminator, t'avais pas Transformers. T'sais. C'est des films comme ça que tu vas pas aux Oscars. Mais là, je pense que ça va créer une catégorie. À voir pour la première fois qu'est-ce que ça va faire. Après, on pourra juger. Pour l'instant, c'est difficile de juger sans voir le résultat. Ouais, absolument. Je suis juste sceptique. Ouais. Parce que c'est ça, la question se pose, comme est-ce que, par exemple, The Avengers pourrait être admissible dans la catégorie? Il y a des rumeurs que la section animation a été poussée par Disney à l'époque, parce que ça fait pas tant longtemps que l'animation a ses Oscars. C'est à cause de La Belle et la Bête qu'on fait ça. Ouais, exactement. Puis c'est parce que, tu sais, dans le fond, tout est une question d'argent, là. Dans le fond, le but était de mousser en plus les ventes des VHS à l'époque. Je me demande si c'est pas le but de faire ça, faire Avengers 4, là, ça a été le film de l'année, il a rapporté 2 milliards au box-office, on va lui donner un Oscar, on va en faire encore plus. Il y a un petit côté de moi qui est comme, y a-t-il de la manipulation en arrière? Mais déjà que c'est nébuleux les Oscars, je veux dire, j'ai écouté un épisode de Fermez-la de Michael G que j'ai parlé, c'est un YouTuber français qui fait des critiques sur le cinéma, et il a fait un épisode de ses Oscars sur la catégorie film d'animation. Il m'expliquait pourquoi c'était absurde, parce qu'il montrait les juges, puis leurs commentaires, puis tu voyais genre, les juges avaient vu genre un film des 6. Ouais, ils se prononçaient pas. Puis c'est ce film qu'ils votaient, parce que c'est ce film qu'ils avaient vu, tu sais. Puis il disait c'est absurde, puis il montrait plein de défauts des Oscars, le principe de juge, le but des Oscars, vraiment, à l'époque ça avait peut-être un sens, mais là maintenant, je sais pas. C'est le marketing. C'est le marketing, c'est sûr qu'il y a un Oscar, ça se vend mieux. Tu sais, dire que tel réalisateur a un Oscar, ça va lui faire avoir plus de contrats. C'est une question d'image. Mais je me demande s'il ne devrait pas renouveler complètement les Oscars. Avez-vous déjà écouté les Oscars? J'ai déjà écouté les Oscars, pas au complet, par partie. Surtout les 2 dernières années, parce que l'animateur, je l'aime bien, c'est Jimmy Kimmel. Qui est l'animateur. C'est Jimmy Kimmel, l'animateur des Oscars? Il change pas à chaque année? Pas chaque... Des fois, il garde les mêmes. Des fois, Oui, c'est Jimmy Kimmel. Ça fait 2 ans que c'est Jimmy Kimmel. Puis moi je trouve que c'est un très bon animateur, puis j'ai écouté plusieurs des bouts des Oscars juste pour lui, puis il amène un bon humour, puis souvent il y a des belles présentations, ils mettent souvent des duos d'acteurs ensemble, ça fait des belles présentations, mais en règle générale c'est très, c'est comme de la noblesse, c'est comme si tu regardais un truc de noblesse, là, genre sont chic, avec plein de bijoux, puis... Ils sont tous millionnaires. Hein. Ouais c'est ça, puis il y a mis une photo d'eux, il y a plein de photographes et tout, mais ça reste que... Puis toi Guillermo? Oui, moi je l'ai écouté. C'est sûr que j'avais beaucoup d'intérêt parce que je savais que Guillermo del Toro était en liste. Là, donc, juste une petite anecdote comme ça. C'est rassurant pour le cinéma de genre aussi. Là. Ouais, ben, pour les auditeurs, on va en reparler justement tantôt, mais c'est le film a gagné meilleur film, meilleur réalisateur. Puis une petite anecdote comme ça, c'était Emma Stone qui a remis le score du meilleur réalisateur à Guillermo del Toro, et ça m'a excité d'entendre mon nom sortir de sa bouche. Je te comprends ça, Guillermo del Toro. Donc mon nom est sorti de la bouche d'Emma Stone. On verra pour la suite pour les Oscars qu'est-ce que ça va donner. Moi je pense qu'il faut attendre de voir le premier résultat avant de juger. Il y a des prix que des fois qu'on dit qu'une ou deux fois, hein. Ça se peut qu'il le fasse 1 ou 2 fois puis que finalement ça marche pas puis qu'il arrête de le faire ce prix-là. Là. Ouais. Il y a plusieurs prix qui n'existent plus, j'ai pas les noms en tête, mais j'ai déjà regardé l'historique des Oscars puis il y a quelques prix qui n'existent plus. Là. Ben, moi je suis ouvert pour l'idée, voir donner quelques années d'essai. Puis faut qu'ils mettent ça crédible. Ouais. C'est l'important.
Je vais enchaîner avec ma prochaine nouvelle. Vous savez, la compagnie Hasbro qui nous permet d'avoir des films de qualité comme les Transformers. Que t'adores, oui, t'as hâte au prochain. Là. La meilleure franchise de Il va en cinéma. avoir un autre. Je sais que t'as eu une dépression qui ont dit qu'elle a annulé le prochain Transformer. Là. Ah ouais, puis que Bumblebee s'en venait. Ah ouais, j'ai vraiment fait une dépression. Hey, en plus, lui, il m'a fait écouter le 5. Je sais pas si tu sais. T'en Là, veux encore. c'est que c'était long. J'y en veux parce qu'il y a 2 ans de ma vie qui a disparu à cause de Je lui. vois 2 heures, il a pas de me le rappeler. Moi, je pense que j'ai arrêté après le 2. Le 3, je pense pas que je l'ai Mais écouté au ça, complet. J'ai arrêté après le 1. c'est ça. Mais le 1 c'est le meilleur si on regarde la saga, mais après ça a perdu sa qualité chaque fois. Là. C'est quoi? C'est le The Fallen Knight, le dernier, Ouais. de quoi de même? The Last Night. The Last Night. Ouais. Ouais. Bref, où que je voulais emmener, c'est qu'il y a eu un film, un autre succès incontestable, que la critique était là, le public aussi. C'est Power Rangers, le film ordinaire qui est sorti il y a Eh pas boy. longtemps. Ouais. De la saga culte, là, parce que c'est une série à la base. Moi, ce qui m'écoeure le plus là-dedans, c'est qu'ils ont décidé de le mettre comme teenage, genre, c'est comme un Twilight avec des effets spéciaux, Écoute, là. quand j'étais kid, là, je tripais ces Power Rangers. Ah, là. moi aussi. Les Power Power Rangers Rangers. des années 90, c'est un classique. Je les ai pas réécoutés, mais j'imagine que Ça a très mal vieilli. j'aimerais ça juste pour la nostalgie. Puis je changeais aussi d'espèces de concepts, de symboles, comme il y a eu Power Rangers Turbo, Power Rangers in Space à un Il moment y en a donné. eu beaucoup, là. Mais en voyant, j'ai été très surpris qu'elle allait faire un film sur les Power Rangers. Puis, comme je te dis, juste à la bande-annonce, je suis capable de dire qu'un film va être mauvais ou pas. Ah Puis ouais, celle-là, ben, je savais il y qu'elle a des allait films être qui mauvaise. trompent pas, là, tu sais, comme Ghostbusters, on Et s'en bon. boy. Ghostbusters. Bref, Power Rangers va avoir sa suite, malgré my l'échec commercial, tu sais, il a été rentable, mais sans plus. Ça aurait dû faire plus, techniquement. Ils veulent faire une suite, ils veulent vraiment créer un univers avec ça. Il y a même des rumeurs d'un crossover avec Transformers pour vrai. Ben, je sais qu'ils veulent. Parce que là, Transformers va pas bien. Fait que là, je sais qu'ils ont mis sur la glace plusieurs projets de Transformers. Fait que je pense Mais Bumblebee va peut-être changer la donne, vu que c'est Ouais. un autre réalisateur, là, tu sais. enfin. Mais pour Power Rangers, ça se peut qu'ils veulent faire comme Transformers une saga, un monde développé dans cet univers-là parce qu'il est très populaire, les Power Rangers à la base. Donc, à voir. Moi, j'ai pas vu le premier film à date. Moi non plus. Ça Moi non m'accroche plus, pas je l'ai pas vraiment. écouté. Il y a personne qui veut le voir. Ouais, c'est ça. Mais bref, continue. Dernière nouvelle, Ça t'excite ça. c'est là. en parlant de Michael Bay, ça fait un beau pont. Il y a un film que tout le monde attend. C'est probablement le film de 2019 qui va révolutionner le cinéma, qui va relancer le genre. Guillermo del Toro pourra rien faire contre ce film-là. C'est un film qui est ambitieux, qui est nécessaire pour la culture, qui va apporter vraiment une touche féminine au cinéma, qui aura surtout pas l'air d'un porno weird et qui va... J'aime ton sarcasme. Ouais, ben on a vu les premières images de Dora de Movie. Oh, boy. Dora l'exploratrice va avoir droit à son film en vrai, réalisé par Michael Bay. Ah, Non, c'est il Michael réalise- Bay. produit. il Ok. produit. Produit par Michael Bay. C'est lui qui Eh finance boy. le projet, là, faut le Ouais. faire, là. Et l'actrice a été choisie, on pouvait la voir dans le dernier Transformer. Ouais. C'est une des femmes principales du film. Et là-dedans, écoute, la première image, elle ressemble comme des gouttes d'eau à Dora, mais reste que c'est assez. Ouais, Il je ressemble comprends. comme À la deux base, gouttes d'eau. c'est À une... genre 9 ans, asti, dans la série, là, à genre 17 ans. Mais elle ressemble à la nouvelle version de Dora. Je sais pas si c'est la nouvelle version de Dora. Non. Elle a- Voyons, pourquoi j'ai manqué ça? c'est je une sais pas, hein. Dora sexy, ça pourrait être... le C'est- pari est osé. La nouvelle Dora est adolescente, genre, tu regardes, elle est plus sexy pis tout. Puis ils sont basés sur elle pour faire son personnage. Ah, Parce que ben, ils veulent amener les pères à aller voir le film, là. ça a l'air d'être un film d'action, j'imagine. Ben, on voit rien, là. C'est une C'est- photo d'elle ouais, dans mais le c'est dent. Michael Bay, fait que Mais c'est. ça a l'air d'une photo chic de film porno, là. Pour vrai, là. Ouais. Ouais, je suis Mais sûr faites que- attention, elle a 17 ans, l'actrice, faut faire attention. Moi je le dis, puis j'aurais dit, c'est The Rock qui va faire Diego, là. Ah ouais, c'est ça, on veut The Rock comme Diego, puis on veut Kevin Hart en babouche. Ouais. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Oh boy, oh boy. Ouais, fait que c'est... Ouais, Ouais. y'a personne qui l'attend. Je suis curieux de voir la balance, par contre, je suis vraiment Ah ouais, moi aussi, je vais sûrement l'écouter comme 2 fois, juste pour faire comme Chris. C'est quoi, c'est supposé être un film d'action puis pas un film pour enfants? Ben, C'est un film d'aventure. c'est fait par Michael Ah. Bay, je te rappelle. Ouais. Michael Bay, c'est Il produit, Explosion, là. Produit. Produit, il réalise pas, c'est pas la même chose. Il fait juste financer le projet. Ouais, mais il tape ses doigts pour dire, moi je veux ça, moi je veux ça. Absolument, il a son mot à dire, c'est lui qui finance. C'est comme les Tortues Ninja, c'est lui qui produisait, mais tu le vois quand tu écoutes le film que c'est son style qui est dedans parce qu'il y a des explosions, les grosses scènes d'action. Il y a pas de scénario. Il y a pas de scénario, des femmes sexy partout. Ah. Tu le vois qu'il y a dit au réalisateur, tu fais ça de même, là, tu sais. Ah ouais, définitivement. Ouais, bref, je vais dans mes nouvelles. Je
commence avec une grosse nouvelle que Max était excité quand il a vu ça passer. Max est excité facilement, là, comme vous pouvez l'entendre. C'est Sony qui a annoncé qu'il y a leur propre univers de personnages de Marvel, de Sony Universe of Marvel Character, que tout le monde attendait avec impatience. C'est ici que vous faites comme yeah! Yeah! Et dans la foulée, ils ont reparlé de leur film, parce que là, il y a un Venom qui s'en vient, qui est quand même assez attendu, je dirais. J'ai vu les commentaires dans les réseaux sociaux, et le film est quand même très attendu. Ouais, j'ai hâte de voir ça Moi aussi, j'ai hâte de le voir. Et après, il avait annoncé qu'il allait faire un film sur Silver, Cyber et Black Cat, mais finalement, ils ont décidé de séparer ça en 2 films. Donc, chacun des personnages va avoir droit à son film. Et après, il va y avoir Morbius, on en a parlé récemment, que c'est Jared Leto qui va le jouer. Et ils ont annoncé aussi qu'il va y avoir un film sur Kraven le chasseur. Il va y avoir un film sur Slick, aussi, qui est une Spider-Man femme. Et ils viennent d'annoncer aussi dans la volée qu'il va y avoir un autre film sur Jackpot, une autre super-héroïne dans le volet Spider-Man, qui a une super force, super résistance et tout ça. Et donc, ils sont vraiment partis sur leur propre univers de films. Je serais pas surpris que ce soit 2 films par année. Puis c'est tout dans l'univers de Spider-Man, parce que pour mettre en contexte, les studios Marvel possèdent 80% des personnages de Marvel. Paramount Pictures possède un 10% avec Hulk et Namor, entre autres. Et le dernier 10% qui reste, eh bien, c'est Sony qui le possède avec tout ce qui est Spider-Man et ce qui en découle. Donc, tous les personnages de Spider-Man appartiennent encore à Sony, sauf qu'ils ont accepté de prêter Spider-Man à l'univers de Marvel, mais ils sont permis de garder d'autres personnages de leur bord pour faire leur propre univers, pour faire de l'argent. Et c'est compréhensible, c'est un studio, hein, ils veulent faire du cash. Oh ouais, c'est une entreprise. Une entreprise, ça sert faire de l'argent. La question est de savoir, est-ce que c'est justifié pour tous les projets? Venom, je peux le comprendre. Parce que Venom avait déjà ses stories, là. Il y avait ses BD à lui tout seul. Là. Écoute, Venom méritait au moins son propre film, là, parce que avec Spider-Man 3, là, on en a déjà souvent parlé, moi plutôt, puis c'est vraiment une honte au personnage. C'est Venom, c'est comme le méchant le plus hot de Spider-Man. Ben, tu sais, la vraie raison pourquoi Venom il est raté dans Spider-Man 3, c'est parce que Venom a été forcé à Sam Raimi de le rajouter au film. Il y avait comme un méchant de trop dedans. Là. Ben, ouais, définitivement. Depuis le premier film, les studios l'harcelaient pour mettre Venom, puis ils refusaient à chaque fois. Puis ils l'ont comme menacé dans le dernier film, ils ont fait ok, c'est bon, je vais mettre Venom. Là. Ben, Spider-Man 3, tout court. Il n'existe pas, là. Il existe pas, là. Et c'est lui qui a le plus de défauts. En fait, c'est lui qui a des défauts, là. Ouais, parce que le premier, il en a un peu, mais le deuxième, il est excellent, là. Ah, il était incroyable. C'est des Murphy me super tous les temps. Oh, ouais, je suis d'accord. Il est dans le top 3, là, genre. Oh, ouais, avec les Batman, là. Le seul reproche que j'ai à faire à Spider-Man 2 de souvenir, c'est que les personnages parlent souvent tout seuls. Donc, prochaine fois que l'écouter, remarquez-le. Ouais. Mais bref, c'est ça, fait que. Puis, ils ont mentionné aussi que c'était pas impossible de faire un crossover avec Spider-Man, entre autres avec Venom. Ceux qui gèrent l'univers de Sony en ce moment sont très emballés. Elle avait parlé plusieurs fois que le film était annoncé de Venom. Puis Kevin Feige, le grand Manitou de l'univers de Marvel, avait dit non, c'est pas dans le même univers, c'est pas dans le même univers, puis il le répétait à chaque fois. Puis là, ils ont adouci le film. Venom va être classé très inclus finalement, justement pour être plus proche, pour s'accrocher au film de l'univers de Marvel. J'espère que ça gâche pas le film en soi. Non. Mais c'est tellement genre, hey, Disney! Nous aussi, on est là! Alors! On est Spider-Man, hein? Vous l'aimez, Spider-Man? Vous pouvez nous donner des personnages, y'a pas de problème. Parce qu'ils ont dit qu'ils étaient prêts à prêter des personnages s'il fallait. Ouais. Okay, Il me semble que c'est Sony qui a aussi les droits des 4 Fantastiques. Non, ça c'est Fox. Fox Hashtag Disney maintenant. Fait que... Disney possède tout ce qui est X-Men et 4 Fantastiques. Ok, fait que là, il pourrait... Les 4 Fantastiques pourraient apparaître. Le dernier 4 Fantastiques, c'était pas Disney. Là. Non, c'était Fox. Puis là, maintenant, 4 Fantastiques pourraient apparaître dans l'univers de Marvel. Ben oui, ça serait le fun. Ouais. Je trouve que ça rend tellement pas justice à ces personnages-là. Ben, la raison, d'après moi, pourquoi c'est pas encore annoncé quand ils vont faire partie, c'est que de toute façon, il reste encore Captain Marvel et Avengers. Ouais. Et eux autres sont prévus pour l'année prochaine. Fait que Disney annoncera pas le planning des films tant longtemps que les 2 derniers films de la phase. Même si c'est quelques films qui ont déjà été annoncés, là, comme Spider-Man qui ben c'est parce que c'est comme des évidences. On sait que Gardien de la Galaxie 3 va s'en venir, on le sait que Spider-Man s'en vient. Black Panther 2. Ouais. Il y a Ant-Man qui est incertain. Là. Ouais, ils n'ont pas annoncé de 3. Ouais, c'est un des rares qui n'a pas été annoncé, mais il n'a pas fait un score de fou box-office. Hein, Ben, il considère comme un héros moins d'envergure, surtout parce qu'ils ont choisi Scott Lang et non Henry Pym. Mais moi, je l'ai beaucoup aimé, j'aime son style, il est vraiment à part des autres là, dans l'univers. Ouais, je comprends pas. Je pense que c'est juste le thème que ce soit une fourmi qui fait que le monde va pas voir le film en salle. Là. Ça se peut bien. Puis ça, je suis sûr que ça le nuit le fait que ce soit pas dans Avengers 3. Ça aurait pu l'aider à être plus populaire.
Ouais. Ça aurait vraiment Moi, aidé. j'étais vraiment surpris aussi qu'il soit pas dans. Mais il y a une belle explication pourquoi il est pas là, mais bon. Ben, la vraie raison, c'est parce que les tournages étaient en même temps. Là. Ouais, aussi, là. Mais bref, je vais conserver une nouvelle, donc on verra pour la suite plus vers de Sony. À part Venom, je dirais que le seul film qui m'intéresse vraiment, c'est Kraven le Chasseur. Les autres, j'ai un peu de misère à voir le concept sans Spider-Man. Mais Kraven le Chasseur, ça pourrait être intéressant aussi. Mais Morbius, à voir. Black Cat, c'est comme Morbius, Catwoman. c'est qui déjà, Morbius? C'est un vampire qui est dans le de Spider-Man. ouais. C'est un scientifique qui a pris Ouais, c'est qui. Il brille pas au soleil. Ouais, c'est ça. Il prend un médicament puis ça transforme en vampire. T'as Black Cat qui est comme la Catwoman de Spider-Man. J'espère que ça va être mieux que le film Catwoman avec Halle Berry. Pas dur à battre, mais les films de super-héros ont beaucoup évolué depuis aussi. Ouais, mais les films de super-héroïne, à part Wonder Woman, ça a pris du temps avant qu'on aille. Là. Je disais, le dernier c'était genre Catwoman, là. Puis Electra. Ça se peut que Venom soit un flop aussi. J'espère pas parce que Sony met beaucoup d'emphase dessus. Parce que Sony vont pas très bien, j'avais lu ça. Là. À part Jumanji, là, récemment, leurs films ils sont pas très rentables. Là. Non, ils ont de la misère avec leurs grosses productions. Parce qu'ils n'ont pas de franchise à part Spider-Man. C'est leur gros morceau, puis ils ont assez d'autres affaires. Puis ils ont assez de Jumanji, ça a marché, on était contents. Mais la plupart de leurs franchises récemment n'ont pas marché. Là. J'espère qu'ils vont aller mieux parce que sinon, ben, ils vont peut-être disparaître aussi. Là. Puis là, Disney va avoir. Ben, il y avait une rumeur là, qui voulait vendre leur département à cinéma. Va racheter Sony. Et après, ils vont rester Universal Pictures, puis. Ils vont tout avoir. Ouais, bref, prochaine nouvelle, on reste dans les super-héros, mais là on va dans les CTV. On en a parlé la semaine passée de la série Batwoman qui s'en vient, qui va être présente dans le prochain crossover des séries de la chaîne CW, donc Arrow, Flash, Legend of Tomorrow, Supergirl, etc. Et là on va avoir droit à Batwoman, et l'actrice a été confirmée. Ça fait beaucoup jaser, il y a eu des gros débats sur les réseaux, puis c'est pas fini. L'actrice a fermé son Twitter il y a 2 jours, je crois. Ouais, j'ai passé. C'est Ruby Rose. Qu'on a pu voir nous deux hier dans le film Meg, et que j'avais vu aussi en John Wick 2, et qui est connu aussi principalement pour la série Orange is the New Black. Voilà, merci. Et qui est une bonne actrice en soi, Oui. qui est reconnue pour faire des rôles de, quand même de femme forte, Ouais, badass. de badass, voilà, et elle a le caractère. Tu vois dans les films, dans les performances qu'elle fait, elle a le caractère, et je sens qu'elle préfère une bonne Batwoman. J'ai de la misère à comprendre que les gens chialent sur elle. Moi, je considère que je pense que c'est quand même un bon choix. Ouais, pour moi l'actrice. aussi. En plus, elle a là, je sais aucun jugement, mais elle a les caractéristiques pour. C'est une femme forte, mais elle est lesbienne aussi. Puis le personnage Batwoman est lesbienne, donc forcément, il fallait une actrice lesbienne ou bi. Ouais, puis ça aurait chialé autrement, là. C'était un peu une actrice hétéro pour le faire. Récemment, ils ont chialé parce que Scarlett Johansson faisait un rôle de transgenre. Puis finalement, elle s'est retirée du rôle parce que les acteurs transgenres chialaient qu'ils prenaient pas un transgenre pour faire un transgenre. Fait que Scarlett Johansson, ok, c'est bon. Dans quel film ça? Il y a un film qui sort l'année prochaine, j'ai oublié le nom. Puis ça suit l'histoire d'un transgenre. Puis l'actrice principale, whatever, c'est censé être Scarlett Johansson. Okay. Puis ça fait beaucoup chialer parce qu'il y a de plus en plus d'acteurs qui sont transgenres. Et ils ont chialé parce que pour une fois qu'il y avait un film qui les représentait, pourquoi ils prenaient pas un acteur transgenre pour représenter la communauté transgenre? Fait que... C'est comme faire un film sur Ray Charles puis prendre Denis DeVito, là. Ouais, tu sais. Puis des fois ça passe, des fois ils prennent des acteurs noirs ou blancs pour faire des rôles inversés, ça passe. Mais quand on parle d'orientation sexuelle, on dirait que c'est plus vif. Quand c'est un personnage gay, ils veulent que ce soit un gay, tu sais. Il faut que ça soit. Ben, j'ai l'impression qu'on a vu souvent au cinéma que les acteurs gays jouaient des meilleurs hétéros, puis vice versa. Regarde, Neil Patrick Harris joue tout le temps un rôle d'hétéro. C'est vrai. Il est homosexuel, puis il est marié, puis il a des enfants. Mais il y a, Heath Ledger puis Jane Gyllenhaal dans Brokeback Mountain. C'est 2 hommes complètement hétéros, mais qui ont fait 2 excellents homosexuels. C'est des très bons exemples, Max, effectivement. Ben, je voulais des exemples clairs, là. Bref, je pense que c'est un bon choix, puis je pense que ça va t'attirer à écouter une série de CW au complet pour une fois. Parce que je sais que t'aimes beaucoup l'actrice. Ouais, je la trouve cute. Ouais, c'est ça. Donc, sur moi, ça va te convaincre. Probablement qu'elle me Batwoman, c'est-tu différent de Batgirl? C'est pas la même? Souvent, les gens font l'erreur, puis je l'ai vu souvent sur les réseaux sociaux. Batgirl et Batwoman, c'est pas le même personnage. Batgirl, c'est Barbara Gordon, qui est la fille du commissaire Gordon, qui va être une des sidekicks de Batman. Batwoman, c'est la cousine de Bruce Wayne, qui est une ex-militaire qui a été renvoyée de l'armée parce qu'elle était lesbienne. Et c'était pas accepté dans l'armée américaine. Et elle a décidé de donner sa propre justicière. Et vu qu'elle venait de Gotham, elle a décidé de prendre le logo de Batman, vu que c'est un symbole. Je suis curieux, dans Batman et Robin, c'est Batwoman ou Batgirl? C'est Batgirl. C'est Batgirl? Parce que le costume de Batwoman, il est noir avec du rouge. Puis le logo, il est rouge de Batwoman, puis elle sert de fusil. Mais dans Batman et Robin, c'est la nièce à... ils ont pris... Fred, hein? Batman et Robin ont pris la deuxième Batgirl. Parce qu'il y a eu, comme les Robin, il y a eu plusieurs Batgirls, et la deuxième, c'est... Cassandra Cassidy, je pense que ça s'appelle. Et c'est une fille d'un super vilain bâtard qui est blonde, c'est sa personnalité, parce que la première héros c'était la deuxième est blonde, bref.
Et elle va devenir une bad girl. Récemment, ils l'ont changé et puis bad girl parce que Barbara Gordon est revenue en bad girl parce qu'elle a récupéré ses jambes. Ben ouais. C'est une chose qui Elle arrive. avait la colonne des. Ok, bon, en tout cas. C'est Ça a été oracle pendant des années parce que le Joker il avait pété la colonne. Histoire vraiment aller voir Killing Joke, c'est un classique. Ah ouais, très Et bon. bref, Batwoman est quand même assez populaire, mais un peu moins représenté que les autres membres de la famille de Batman. Parce qu'on parle souvent de Robin, de Batgirl, de Batman, puis des autres personnages qui rêvaient autour. Mais Batwoman est souvent mis de côté. Et récemment, elle est revenue devant scène dans les BD. J'ai lu des BD d'elle, elle est quand même intéressante. Et là, on va une série sur elle, ça va être intéressant parce que c'est une univers assez sombre. Et ils ont mis beaucoup d'emphase, je sais pas si. J'imagine que c'est volontaire, mais ils ont mis beaucoup d'emphase sur le fait qu'elle est lesbienne. Parce que ça va être la première fois qu'on a un super-héros homosexuel. Ouais, LGBT, là. LGBT, donc ça va sûrement faire beaucoup jaser quand ça va sortir. Déjà, ça fait beaucoup jaser en ce moment. Mais je pense que c'est pour être une nouvelle. Tu sais, avoir un plus large public. Parce qu'on a souvent les mêmes types d'héros. Donc, On essaie d'en créer, tu sais, autant que les super-héros sont comme ultra, tu sais, ils peuvent être exagérés, autant qu'on essaie d'en créer le plus souvent dans la réalité. Fait que de rajouter un personnage lesbienne, ça devrait même pas être un sujet, ça devrait être normal. ouais. Fait que c'est un départ, on lance ça tranquillement, puis... Moi, je trouve que c'est une bonne chose, puis je suis content qu'il y ait Ouais, c'est moi sur elle. J'espère que ça va être bon. Pour continuer, dans les nouvelles d'inspiro, après, je suis pas dans les nouvelles plus standards. C'est un film que vous attendez tous avec impatience. Et non, on n'aura pas le droit à un Man of Steel 2 pour l'instant, c'est toujours sur la glace. Mais pour vous contenter, on va avoir un film sur Supergirl. Ça va être Girl on Steel, Girl of Steel ou A Woman of Steel, c'est selon. Et, c'est vraiment ça, comme ça qu'il va s'appeler? non, ils ont dit ça comme pour dire que c'était comme Man of Steel parce que tu sais. Ah, ok. Mais bref, ça va être Supergirl qui est la cousine de Superman, qui est quand même très connue. Elle a le droit à une série TV en ce moment, depuis 3 saisons, je crois, avec l'excellente Melissa Benoît, qu'elle s'appelle, que j'ai découvert dans Glee. J'espère qu'elle fait une bonne performance dans la série, même s'il y a beaucoup de stéréotypes de séries pour femmes, parce qu'il y a genre juste des personnages féminins, aussi il y a des hommes qui sont gays, puis il y a plein de stéréotypes de romances d'amour, tout ça, mais il reste que l'action espérée est bonne. Puis c'est un personnage qui a quand même, au début à la base, a été créé pour être une version féminine de Superman, mais depuis plusieurs années, elle a eu le droit à ses propres aventures et à ses propres méchants. Donc, outre le fait qu'un de ses méchants, c'est la cousine de Lex Luthor, c'est un détail, mais dans l'ensemble, elle a des méchants originaux. Parce que genre, c'est Lena Luthor, je me trompe pas, c'est genre la cousine de Lex Luthor. Tu sais, là, juste pour dire. Mais il faut dire qu'avant, c'est une copie de Superman. Mais bref, elle va voir son film, il n'y a pas de date de sortie, il y a un réalisateur qui a déjà été attaché au projet, pas un réalisateur, un scénariste, excusez-moi. Et donc, ils veulent faire un film. Et je pense, on a parlé tantôt, je pense qu'ils veulent attendre d'en faire un Man of Steel 2 pour se concentrer sur des nouveaux projets, pour exploiter plus l'univers des DC. Et déjà qu'il fallait faire un film sur Nightwing et Batgirl, je pense que c'est un peu dans la même lignée. Ils veulent exploiter les passages secondaires de chaque univers, donc ils veulent faire un film sur Supergirl. Donc je suis pas surpris. Ils n'ont pas encore de date, donc c'est sûr que c'est pas l'année prochaine ni en 2020, mais dans les prochaines années on va avoir droit à un film. Puis il y a fort à parier que ça va être comme pour Flash. Ils vont pas prendre l'actrice de la série, ils vont prendre une nouvelle actrice pour le faire. Ouais, c'était la question que j'allais te poser, si ça allait être la même actrice. Pour Flash, il y en a qui disent que c'est comme pour Flash, parce que les séries, ils l'ont dit à plusieurs reprises, c'est pas dans le même univers que les films. On le sait maintenant parce qu'il y a 2 Flash. Donc, mais pour Supergirl, je me demande qui pourrait le faire. Il faut prendre une actrice qui a quand même une tête sur ses épaules, qui est blonde. Un peu comme pour Wonder Woman, une actrice comme Gal Gadot, c'est dans le même style qu'il faudrait. Ou Carol Danvers aussi, là. Ouais. Ouais, donc ça a été une bonne Supergirl, l'actrice qui fait Captain Marvel. Ouais. Mais on va voir, j'ai hâte de voir quelle actrice ils vont choisir parce qu'il faut pas qu'ils se trompent pour ce film-là non plus. Pourquoi pas prendre une fille qui est pas connue? Ben, ouais, parce que c'est vrai que les acteurs. Peut-être la fille de Jurassic Park. Je lance ça de même, là. Écoute. La rousse? Ouais, mais pas rousse dans la vraie vie. Y a pas Bryce Dallas Howard. C'est comme ça qu'elle s'appelle? Ouais, Bryce, ouais. Ouais, elle est belle, hein. Ça pourrait, ouais, ça pourrait. Mais mettons qu'elle est pas rousse, là. Dans la vraie vie. Je pensais aussi entre autres à l'actrice, je sais pas si vous avez écouté la série Viking. Non. Dans cette Viking, on suit Ragnar Lodbrok qui est un roi viking. Sa femme est blonde, puis elle se bat, puis tout, puis elle est vraiment badass. Puis il y en a beaucoup qui la voient faire des rôles de super-héros, puis à date, ils n'ont pas offert. Puis c'est plusieurs fois qu'il y a des rôles qui passent, qu'ils auraient pu y offrir, puis ils n'ont pas offert. Puis je pense que Supergirl, ça va être un bon choix pour elle. Comme que choix, je sais plus c'est quoi son nom, c'est genre Kathleen quelque chose. C'est une actrice canadienne. Et je pense que ça peut être un bon choix, mais à date, je vois pas vraiment qui pourrait le faire pour l'instant. Mais ils m'ont souvent trouvé. C'est comme pour Flash, je voyais pas qui pouvait faire Flash. Puis l'acteur qu'on choisit, il est arrivé de nulle part, puis finalement, je trouve qu'il fait bien la job. Ezra Miller. Donc, on va voir pour ce projet-là. Je finis avec une autre grosse nouvelle, que je me demande à quoi ça va avoir l'air. C'est Rambo. Sylvester Stallone a annoncé un nouveau Rambo en sortant la première affiche du film.
C'est de lui de dos. Et il a montré aussi des photos qui s'entraînent. J'ai vu la photo, là, il est en shape. Là. C'est Ouais, quoi, il il- approche 80 ans, là? Ouais, Il a c'est 75 ans. Il a 72 ans, ce que j'ai lu. là. 72 ans. 72 ans, tabac. Si, bol. Mais il tient à son projet parce que c'est une de ses franchises cultes. Et j'ai pas Ça vu. va sûrement être le dernier, là, faut pas croire. Là. Ben, le dernier qu'il a fait, il avait dit que c'était censé être le dernier. Donc là, on sait jamais. Mais check Mais juste la différence entre lui et Harrison Ford. Harrison Ford, il doit avoir les mêmes âges, même que je pense qu'il est plus jeune, Harrison Ford. Harrison il est Ford, genre lui, 60. il fait plus vraiment de films d'action. Il a fait Blade Runner l'année passée. Ouais, pis tu sais, il fait pas de grande scène d'action. Non, c'est ça, là, il est pas mal vieux. Blade Runner. Sylvester Stallone, il est encore solide, là, tu sais, il est capable de faire encore des cascades pis tout, là. Puis tu sais. Sylvester Stallone, il s'entraîne tout le temps. Tu le vois dans tous les films, il reste en shape. Là. Harrison Ford, il maigrit au fil. Ouais, c'est des ça, au années, film là. des films, il maigrit. Mais je suis curieux de voir. Moi, je disais en joke, check bien ça va être un vieux Rambo qui va prendre sous son aile un jeune Rambo qui va être joué par The Rock. Et ça peut être vraiment drôle, ça peut relancer la franchise parce que Rambo, c'est culte. J'ai pas vu le dernier malheureusement, faudrait que je l'écoute. Ça a l'air qu'il était vraiment bon en plus. C'est ça qu'on m'a dit, j'ai vu plein de commentaires qui disaient qu'il était bon. Il y avait vraiment eu des bonnes critiques. Il faut que je le voie. Mais j'avais aimé les premiers Rambo, c'était super bon comme film d'action. J'en ai jamais vu un. J'ai vu je me rappelle du premier, mais Moi, ça fait marqué. longtemps. Mais ouais, ça fait des années. Reste que je suis curieux de voir qu'est-ce qu'on va avec le prochain Rambo. Je m'attendais plus qu'il fasse comme pour Rocky, qu'il fasse comme un Creed, mais Rambo. Comme j'ai dit, que mettons Dwayne Johnson fasse le nouveau Rambo. On verra. Il n'y a pas d'autres acteurs qui sont confirmés encore au casting, mais c'est pas impossible. Donc on verra pour les prochaines semaines ou mois. Mais ça peut être intéressant. Je suis curieux de voir qu'est-ce que Sylvester Stallone peut nous donner comme rôle. Donc on va dans une nouvelle section que c'est une demande de Max. Yeah! Alors on y va sans plus attendre, c'est une zone de box-office. Bienvenue dans les chroniques box-office de Max. Alors, c'est une nouvelle section, demande spéciale de Max, et je trouve que ça peut être intéressant, on verra bien. Et c'est des chroniques sur le box-office, Max. Ouais, dans le fond, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. Il y a même un podcast dédié à ça que j'écoute religieusement chaque semaine. Et je me disais, crème, j'ai un podcast de cinéma. Je check des chiffres de box-office à tous les jours parce que j'ai pas de vie. Je me disais, ça serait, j'aimerais ça en parler pour une fois à mon show à moi, que je produis, que je travaille dessus. Fait que je me suis dit, je vais faire ça. Et je dois remercier un auditeur qui en plus est un fier Patreon. Jesse Anctil, qui dans le groupe La Passion du film, propose un pool à tous les semaines. Mais je me suis dit, là, je vais y aller avec mes productions à moi, à chaque semaine, à mon show. Habituellement, ça va être short and sweet. Et dans le fond, là, cette semaine, je vais juste faire des prédictions. Puis la semaine prochaine, je vais vérifier mes résultats et je vais faire des nouvelles prédictions. Et on va avoir un roulement de même à chaque semaine. Dans le fond, on n'a pas grand chose. On sent déjà que c'est le temps mort des films qui s'en viennent pour l'été. On est rendu à, je pense que Meg était vraiment le dernier gros film. Je pourrais dire blockbuster du mois. Et il y a quand même plusieurs films qui sortent en vendredi, mais rien que je trouve qui mérite vraiment qu'on ait porté attention, à part 2 films que j'ai sélectionnés. On a le film qui s'appelle Cible 22, mettant en vedette Mark Wahlberg, qui est un agent de la CIA et un officier de police indonésien doivent faire équipe pour combattre la corruption. C'est large, mais bon. Dans le fond, on a eu le droit, Mathieu et moi, on a vu la bande-annonce hier, et c'était un film d'action un peu à la Jason Bourne, mais c'est du déjà vu et revu. Fait que dans le fond, moi je vais y aller avec les prédictions nord-américaines. Dans le fond, on va voir combien il va faire au Canada et aux États-Unis en fin de semaine. Vu que c'est pas un grand film qui a vraiment une attente immense, le casting n'est pas assez gros pour que ça soit non plus. Il y a Laurent Cohen et Ronda Rousey qui sont connus. Ouais, mais tu sais, c'est pas eux autres qui font courir les foules, là. C'est pas Chris Pratt puis Jennifer Lawrence, là. Moi je prédis facilement juste un petit 22 millions pour cette fin de semaine-là. Oh. Ouais, pas plus que ça. Puis mondialement, en fin de parcours, je dirais il va atteindre 60 millions à peu près. Là. C'est ce que je prévois. Sinon, on a un film qui s'appelle Alpha. Alpha est un film qu'on a pu voir un petit peu partout dans le cinéma au niveau des bandes annonces. C'est un jeune avec son loup qui vont être séparés dans le fond de son groupe et qui vont devoir survivre ensemble. Un film qui m'attire pas du tout. Ouais, toi, t'aimes pas les films, fait que... De quoi? T'aimes pas le cinéma, toi, fait que... Non, c'est pour ça que je fais un podcast. Fait que non, c'est ça. Puis j'ai pas senti de hype, il y a jamais personne qui m'en a parlé. Non plus, il y a pas eu, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'excitation.
Je dis pas que le film sera pas bon, je vois pas au niveau de la qualité, c'est uniquement pour les chiffres, mais moi je prévois qu'Alpha fera pas plus que 8 millions en fin de semaine. Là. Ça sera pas un grand film. C'est qui est là-dedans? Je peux Le casting n'est pas vraiment connu, ce que je lis ici en ce moment. Non, là. c'est ça, c'est J'ai même vraiment... pas entendu parler du film. Cody Smith-McPhee. C'est comme l'histoire de la première rencontre entre l'homme et le chien. C'est pas mal ça le concept. Ah, ouais. Ouais, dans le temps... je pense qu'il y a même des mammouths dans le film, là. Ben, ça se passe 20 000 ans avant. Ok. Puis c'est un garçon qui va croiser un loup blessé, puis il va le soigner. Puis le loup va devenir son compagnon, puis c'est comme l'histoire de la première rencontre entre le chien et Je te l'homme. gage qu'Alpha, c'est le nom du chien. J'imagine. Je sais pas, honnêtement, c'est une bonne question. Fait que je prévois pas plus qu'un 8 millions pour en fin de semaine. C'est assez C'est mondialement 27 millions. Ouais, je sais pas. Mais là, c'est plate parce que c'est pas des gros films. Mais quand on va avoir des gros films, ils vont s'en aller au courant des mois. Écoute, on retient les chiffres, Ouais, puis je vais revenir là-dessus la semaine prochaine. D'accord, écoute, là on va dans la zone de non-spoiler. Yeah, on va Et je rappelle, on critique le film La forme de l'eau. Yes! Attention, vous rentrez dans la zone non-spoiler. Attention, vous rentrez dans la zone non-spoiler. Alors, on est dans la zone non-spoiler, et je rappelle cette semaine, et au plaisir de Max, La forme de l'eau, un film de Guillermo del Toro. Shape of Water. Voilà, qui avait réalisé entre autres les deux premiers Hellboys, Pacific Rim, Crimson Peak, Labyrinthe de Pan. Labyrinthe de Plan et Blade 2, entre autres. Donc, C'est écœurant, Blade 2. Je sais pas si vous l'avez revu récemment, là. ça fait des années que je l'ai pas vu. C'est vraiment bon. Je sais que le 3 était vraiment de la qualité des deux autres. Là. Il y en a eu un 3. Ah, Je suis sûr que tu savais même pas qu'il y avait une série. une série? Il y a une série de Blade. Ah, je savais pas. Sans Wesley Snipes, là, mais ouais. D'accord. Comme acteur, on a Sally Hawkins qui fait le personnage principal. On a Michael Shannon qui fait un agent, je pense que c'est de la CIA. On a Richard Jenkins, c'est le voisin, je crois. Là, tu me poses une colle. Je vais continuer. On a Doug Jones aussi dans le casting. On a Michael Sturgbarg. On a Octavia Spencer. Ça, c'est la meilleure amie du personnage principal. Ouais, exact. Qui s'appelle Zelda. Oui, Zelda. Donc, juste pour mon nommer, c'était qui Richard Jenkins pour le. Richard Jenkins, c'est dans le fond, ouais, c'est le voisin de. C'est ça, je pensais. Il me disait de quoi l'acteur. Fait que Richard Jenkins, c'est le voisin du personnage principal. Exact. Et donc, c'est pour le casting principal du film. C'est pas un très gros casting comme vous avez pu l'entendre. Michael mais, Shannon est comme vraiment la tête d'affiche, là. Je crois ouais. que Richard Jenkins, je l'ai vu dans quelques films aussi, là. Aussi, mais pour Sally Hawkins, elle me disait rien avant que j'avais vu le film. Mais ça reste qu'ils sont tous marquants. Puis Octavia Spencer, je l'avais vu dans quelques films déjà, c'est une actrice quand même connue. C'est produit par TGS Entertainment. C'est distribué par Fox, donc / Disney. Ouais, maintenant, là. Non, maintenant. Metacritic a donné 87 d'avis positifs. Ce qui est excellent. Ce qui est excellent en soi. Et le public a donné 70%. Qui est bon aussi pour elle. Bon, mais faible, je trouve. Rotten Tomato, 92%, c'est quasiment parfait comme film. Et le public a donné 113%. Donc le public est un petit peu moins au rendez-vous. Mais pour les commentaires que j'ai lus récemment sur ce film-là, c'est qu'il y en a qui n'ont pas compris le film en règle générale, la profondeur du film, donc n'ont pas pu autant accrocher. Je te laisse avec le box-office. Dans le fond, le budget du film est seulement 20. Ben, c'est 19,5, j'ai arrondi à 20 millions de dollars, qui est très peu pour une production. Surtout hollywoodienne. C'est un box-office de 195 millions qui est vraiment honorable. C'est un succès commercial. Mais il faut dire que la hype autour des Oscars pour le film a quand même moussé le box-office du film. Là. Effectivement. Pour mettre en contexte, l'histoire, c'est quoi? Bien, on suit une femme qui, elle s'occupe du ménage dans une espèce de laboratoire. Et du jour au lendemain, ils vont emmener une créature dans ce laboratoire-là. Et elle va se lier d'amitié avec cette créature-là. Et ils vont avoir une connexion assez particulière. Et ça se passe aussi dans l'époque de la guerre froide, donc l'ambiance est différente, autant technologique que visuellement. C'est vraiment une ambiance plus lourde aussi. Donc on en reviendra tantôt en critique. Mais là, on va être le casting du film. Ouais. On va commencer avec l'actrice principale qui porte le film sur ses épaules. Sally Hawkins, qui a même pas besoin de dire un mot pour être Parce crédible. qu'elle est muette dans le film. Dans le film, elle est muette, sauf à un moment dans le film où elle chante. Il y a un bout dans le film qu'elle chante. C'est comme un rêve. Hein, c'est comme un rêve. Quand elle veut exprimer ses sentiments, à un moment donné, elle chante. Et ça fait vraiment un bel effet parce que tout le long, elle parle pas. Et c'est la particularité de l'actrice dans le film, elle parle pas. Je vais commencer avec toi, Guillemot. Qu'est-ce que tu as pensé de l'actrice principale? Moi, je l'ai trouvée très, très bonne, très charismatique. Je pense qu'elle avait été en nomination aussi pour meilleure actrice pour le film, si je me trompe pas. Je vais t'en dire ça. Mais c'est ça, il faut le faire comme tu dis, sans dialogue, ouais. Donc, elle était en nomination. Nominé, ouais. Mais c'est comme un peu comme Jean Dujardin dans le temps de The Artist.
The Artist, ouais, ça aussi, c'est un... Faut préciser qu'il a gagné 4 Oscars, ce film-là, c'est pas rien. Là. Oh, il a gagné. Je vais résumer vite vite les prix si tu me permets, Guillermo. Oui, vas-y. Dans le fond, il a gagné pour meilleur film de l'année, meilleur réalisateur pour Guillermo del Toro, la meilleure musique de film pour Alexandre Desplat, et pour les meilleurs décors, qu'il faut dire la photo de ce film-là. Est assez. Ouais. J'ai vraiment aimé sa teinte verte, by the way. Ouais, c'est la teinte, mais pour revenir à l'actrice, Ouais. tu l'as beaucoup apprécié. Oui, c'est ça, comme je te dis, sans avoir à mentionner un mot, c'est vraiment... j'ai aimé son espèce de vulnérabilité aussi, le charisme qu'elle a dans le film, la relation, en tout cas, qu'elle développe avec l'espèce de créature du film. Non, je l'ai vraiment très bien aimé dans le film. Max? Tu sais, souvent, on proche souvent de dire « Ah, les films sont meilleurs dans la langue originale ». On a une preuve que c'est pas nécessairement juste les voix qui font un film, c'est ses expressions faciales, c'est ses mimiques, la façon que le personnage va bouger. Et là, c'est ce que Sally Hawkins fait de façon magistrale, c'est qu'on comprend ses tristesses, ses peurs, ses joies, ses colères. Tout passe par juste au niveau de son visage, puis comment que son corps, son body language qu'il appelle souvent. Je la trouve extraordinaire là-dedans, je l'ai vraiment trouvé attachante. C'est ça que j'ai trouvé un peu le film déstabilisant au départ, quand elle est dans son bain. Je trouve ça peut-être un... Il doit avoir un message subliminal, le fait qu'elle soit dans l'eau, j'imagine. Là. Ouais. J'imagine que ça voulait dire quelque chose, mais outre ça, je l'ai trouvé vraiment exceptionnel. Là. Mais excusez-moi, moi aussi j'ai adoré. J'étais pas certain au début d'un personnage sourd et muet. C'est pas commun. Si je peux dire. Pas ça. Juste muette, excuse-moi. Un personnage muet, j'étais pas sûr au début du concept. C'est pas quelque chose qu'on voit souvent dans les films. Et dans ce cas-ci, elle fait d'une façon magistrale sa performance. On sent ses émotions, même si ça parle pas. On le voit dans ses mimiques, on le voit dans son regard. Son regard est très expressif. Puis quand elle fait le langage des signes, il y a des sous-titres, ça nous permet de suivre. Et on voit qu'il y a une. Qu'elle sait assez s'exprimer, même si elle sait pas parler. Je trouve ça vraiment bien. Et on s'attache vraiment beaucoup au personnage rapidement dans le film et on est touché. À la fin, moi j'étais ému du film. C'est vraiment très profond et le personnage, écoute, je connaissais pas l'actrice, puis maintenant j'ai pu la voir dans d'autres films. Donc je vais sûrement regarder sur Wikipédia voir c'était quoi ses autres films parce que j'ai adoré sa performance d'actrice dans le film. On va parler aussi on peut dire le méchant du film. Ouais. Qui est Michael Shannon. Qui est dans le fond le méchant du film. Donc on va aller avec toi, Max. Ouais, Michael Shannon, c'est un acteur que j'aime beaucoup, que je trouve qu'on voit pas assez. Même je pense qu'il fait quand même beaucoup de films dans une année. Mais c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Il a une face terrifiante, mais en même temps d'être comme empathique, c'est un peu bizarre. Puis là-dedans, je le trouve d'une violence. Tu sais, ils font tout pour qu'on le déteste. T'sais. Le gars, il est prêt à tromper sa femme, il bat la créature. Tu le sens que c'est un homme extrêmement méchant. Mais en même temps, qu'on comprend un peu ses intentions puis pourquoi il fait ça, c'est ce qui le rend pas attachant, mais intéressant à regarder. Puis Michael Shannon, on peut pas le nier, il joue tellement bien. C'est un acteur qui a fait ses classes, ça fait vraiment longtemps, pour vrai. Pas grand chose à y reprocher. Guillemot? Moi aussi, je l'ai trouvé très, très bon dans le rôle. Moi, ça fait pas longtemps que je l'ai découvert comme acteur. Comme je te dis, je pense que la première fois que je l'ai vu, c'était dans... j'imagine que je l'ai revu dans d'autres films, puis ça m'avait pas... il m'avait pas assez marqué, mais c'est dans Superman. Là, Man of Steel, ouais. Man of Steel. C'est un de ses plus gros blockbusters. Là. C'est ça, c'est là que je l'ai vraiment découvert. Puis c'est ça que j'ai aimé aussi du film, que c'est reconnu du succès, mais c'est pas vraiment, comme tu as dit, des acteurs trop connus. Donc lui, Shannon, je l'ai vraiment bien aimé dans son rôle. Il est comme au début... Je sais pas comment dire, il est comme... je l'aimais au début, tu sais. Mais plus le film avance, puis plus je me dis, c'est un petit trou de cul, ce gars-là, finalement. Ouais, il est pas humble, là, ouais. Non, mais c'est ça, il a très bien joué son rôle jusqu'à la fin. À la fin, moi, je me dis, quand un acteur joue bien son rôle, là, si j'arrive à le détester en faisant son rôle de méchant, ça veut dire qu'il a bien fait son travail. Ouais, absolument. Écoute, moi aussi j'ai adoré son personnage. Je connaissais l'acteur, j'ai vu quelques endroits, entre autres, évidemment Man of Steel, mais je l'avais connu moi particulièrement dans la série Boardwalk Empire, qui est une série d'HBO sur la prohibition. Et il faisait un agent de la CIA aussi là-dedans. et il faisait un peu un anti-héros, si je peux dire. Dans ce cas-ci, je trouvais similaire comme rôle. Mais il est bon pour faire le rôle comme de méchant. Là, il a un caractère fort, cet acteur-là. Puis on le sent quand il parle. Il a une prestance. Puis il est comme... Là, moi, si je dis qu'on fait ça, c'est parce qu'on fait ça. Là. Puis je le sentais dans le film. Puis oui, au début, j'ai essayé de m'attacher avec. Mais
plus on avance le film, plus on a trouvé un moyen d'être de plus en plus trou de cul et méchant. Et même si on essaie de trouver un bon côté, même, on voulait être combat parce qu'il représente le gouvernement, mais même là, on n'arrive pas parce que ses intentions sont vraiment sans émotion. Là, lui, il est là pour travailler, c'est tout. Mais j'ai adoré sa performance, c'est un très bon acteur qui méritait d'être plus vu. Ça me fait rappeler, j'avais vu dans une comédie, c'est une comédie de Noël avec, Seth Rogen et puis deux autres de ses amis qui font à Noël, ils font un party, ils font le tour de la ville faire le party. Puis, dans le fond, un des personnages qu'il découvre dans le film, c'est un dealer de drogue, puis il est joué par Michael Shannon. Puis ça date de 2-3 ans, ce film-là, c'est une comédie de Noël. Puis ouais, de le Veille de Noël, ça, le jour de l'an. Le jour de l'an, avec Seth Rogen, là. C'est avec Seth Rogen, puis deux autres gars. L'un des deux, c'est lui qui fait le faucon dans Captain America. Puis les trois ensemble, ils se promènent, puis à un moment donné, ils croisent un dealer de drogue, puis il est joué par Michael Shannon. Puis il était vraiment bon dans le film. Il est comme sérieux, mais en même temps, il est drôle. Je sais qu'il est pas capable d'être souriant, mais il est capable d'être drôle pareil. Il est bête, drôle. Je sais pas comment dire ça, mais dans le film, ça, j'ai beaucoup aimé dans La Forme de l'eau. Il est très marquant. Puis même lui et l'actrice principale, les deux ensemble font le film. Les autres acteurs sont plus ou moins oubliables, si je peux dire. Mais lui, il est vraiment une grande partie dans le film. Je pense que pour les autres acteurs, c'est plus facile de parler dans la zone spoiler. Ouais. Peut-être résumer le film, par exemple. Ben, j'ai bien aimé aussi J'ai bien aimé aussi l'amie de... Olivia Spencer qui fait l'amie de... Oui. C'est l'actrice qu'on voit souvent dans les films de ce genre-là. Elle la soutient tout le long du film. Elle est là pour elle l'aide à faire ses trucs dans le film. C'est une bonne actrice, puis souvent c'est une actrice qui est reconnue pour faire des bons films comme ça. Il me semble qu'elle a déjà gagné un Oscar d'actrice de soutien, elle. Il me semble que oui. Ben, elle fait ça des films qui sont nommés aux Oscars. C'est une actrice très bien cotée. On la voit pas faire des blockbusters parce qu'elle... peut-être 2 ans, 3 ans de ça. Je me souviens plus. Je pourrais pas dire exactement, mais je sais que Olivia Spencer, c'est une actrice qui fait pas de gros blockbusters. Elle a choisi ses films particulièrement. Elle prend juste des bons films, donc c'est vrai que c'est une bonne actrice. On va aller dans la critique générale du film, parce que c'est important de le faire avant de finir la section de non-spoiler. Je vais aller pour commencer. C'est un film que j'ai été surpris. J'avais pas d'attente pour ce film-là parce que je l'avais un peu oublié. On l'a écouté là, puis ça fait un bout qui est sorti. Et dès le début du film, le film nous accroche, c'est très intriguant. Il y a un peu d'éléments qui sont présentés au début. On se pose une question, l'actrice principale est très bonne. Les décors sont très beaux, incroyables. L'ambiance de la guerre froide est omniprésente et vraiment bien présentée. Écoute, moi j'ai adoré cette immersion-là à cette époque-là. C'est comme un point de vue qu'on n'avait jamais vu de la guerre froide. Tous les personnages sont intéressants. Il n'y a pas vraiment de longueur dans le film. Tout s'enchaîne dans une logique. C'est pas le gros film de péripéties et d'action, mais c'est un bon film avec une belle histoire. Et on en sort de là avec beaucoup de réflexion et songeur. J'ai été même ému de ce film-là, donc vraiment c'est très bon comme film. Toi, Guillemot? Moi, comme je te dis, j'ai adoré ce film-là. En partant, j'étais vendu parce que c'était Guillermo del Toro. Genre. Non, mais j'ai trouvé que ça ressemblait un peu à l'autre film qu'il avait fait, Le Labyrinthe de Pan. Donc, c'est un peu la même ambiance, le même univers. C'est moi aussi, à la fin du film, j'en avais les larmes aux yeux. J'étais vraiment ému. J'ai trouvé ça beau. J'aime aussi la couleur verte qui est représentée dans le film. Ça vient titiller l'œil. Il y a aussi, comme je te dis, l'esthétique, les décors. Donc, on a vraiment l'impression que c'est dans cette époque-là. Moi, ça me fait toujours capoter comment il arrive à recréer l'époque dans laquelle ça se passe. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de travail qui est fait derrière ça. Le monstre aussi, je le trouve super beau, je le trouve élégant, tu sais, je me trouve tu t'attaches je l'ai pas mentionné, mais effectivement le monstre tu t'attaches au personnage aussi, donc c'est tout l'univers de Guillermo del Toro pour les personnes qui connaissent un peu le genre de film qu'il fait. C'est comme un peu fantastique. Dans le Labyrinthe de Pan, c'était plus il y avait des personnages qui faisaient peur. Mais là-dedans, le monstre, il est beau, il est charismatique, puis tu t'attaches à lui parce que il est comme retenu captif pour faire des expériences. Mais c'est ça, donc t'as de l'empathie pour lui. Donc non, moi j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé le film. Ok, Max?
Moi aussi, j'ai beaucoup aimé le film. C'est pas mon préféré de Guillermo del Toro. Même si del Toro, c'est comme un amour inconditionnel pour lui. Là. Pratiquement tous ses films que j'ai vus de lui, je les ai tous aimés. Je les ai pratiquement tous vus aussi. C'est un film qui m'a beaucoup... qui m'a accroché au niveau de son esthétique. J'avoue, comme la teinte verte. Il y a vraiment un niveau de détail assez important là-dedans pour la teinte verte. Justement, il va y avoir, par exemple, on va avoir des scènes où les casiers vont être verts, les néons vont être verts, la tarte est verte. Ouais, c'est ça que j'allais dire. Tu sais, même l'eau, tout est vert. Mais c'est jamais vert, un vert qui peut venir agressant. C'est tellement des couleurs qui sont limite ternes, mais ça change bien avec le thème du film. Dans le fond, j'ai beaucoup aimé vraiment le jeu d'acteur. La créature a réussi à être intrigante malgré tout. Puis elle aurait pu être limite terrifiante. Même si on enlève le bout avec le chat. Mais pour vrai, c'est un film que j'ai trouvé vraiment de haut calibre. C'est pas mon préféré, comme je dis, de Guillermo del Toro. Il y a quand même certaines longueurs, je trouve. C'est vrai que tout s'emboîte bien, mais il y a des longueurs qui s'étirent où j'ai l'impression que ça prend un peu de temps avant que le film décide de vraiment partir. Mais il y a vraiment... Je trouve que c'est comme lire un long poème, ce film-là. À certains moments, il y a des scènes qui sont juste comme exceptionnellement... incroyable, autant au niveau de mise en scène qu'au niveau pour agencer avec le scénario. Pour vrai, Guillermo del Toro, c'est rare qu'il se plante. Effectivement, très bien dit. Écoute, on a fait la zone non-spoiler. Donc on va être dans la zone spoiler pour vraiment parler en détail du film, pour vraiment pouvoir tout dire ce qu'on veut, donc alors allons-y. Attention, vous rentrez dans la zone spoiler. Attention, vous rentrez dans la zone spoiler. Alors on est dans la zone spoiler. Et on va parler de ce qu'on a aimé du film. Je pense que je dirais que votre scène préférée, je pense que ce serait un bon point de départ. Guillemot? Moi, ma scène préférée que j'ai trouvée super belle, comme je te dis, parce que moi, j'étais un grand romantique. Là. C'est parce que pour vous faire une idée, c'est comme un peu une histoire de La Belle et la Bête, comme un amour impossible entre un être humain puis la créature amphibienne. C'est quand il s'enferme dans la salle de bain. Ah, on a même. Puis qu'elle met l'espèce de serviette sur en dessous de la porte pour pas que l'eau sorte. Je sais pas si ça se réaliserait dans la vraie vie. Mais en tout cas, elle ouvre le bain puis parce que la créature elle vit dans le bain parce qu'elle a besoin d'eau pour survivre. Fait que là, elle se met tout nue puis elle commence à faire déborder le bain, puis toute la salle de bain au complet se remplit d'eau. Donc, ils sont là, les deux, en train de passer un beau moment. Je pense qu'ils se collent, puis ils s'embrassent en dessous de l'eau. Puis j'ai aimé la couleur de l'eau aussi. Parce que c'est ça, exact. C'est comme une ambiance très, très obscure du film. Il mouille souvent, il fait noir. Puis ça, j'ai aimé ça parce que ça faisait une belle couleur bleue. Là, donc... je te dirais que c'est une des scènes qui m'a le plus marqué dans le film. J'ai bien aimé cette scène. Je pense que c'est notre scène commune qui nous a marqué. Ouais, c'est vraiment c'est la plus symbolique du film, tu sais. Oui. Mais j'ai aimé la rencontre, moi, si tu me permets, Matt. La rencontre, justement, quand elle voit la créature, puis elle décide comme de le nourrir avec des œufs. Ouais. Genre, comment que la créature est comme effrayée par ce qui arrive, dans le fond, puis qui se laisse berner un peu par les œufs. Je trouve que ça lance vraiment comme le début. Tu te doutes de où ça va s'en aller. Elle est comme complètement fascinée de voir cette créature-là dans l'eau, tu sais. Puis je trouve vraiment que ça apporte comme justement un aspect La Belle et la Bête, où que la créature, finalement... Tu sais, on pourrait même voir une métaphore sur le racisme avec ça, là, tu sais. Ouais. Que finalement, au bout de ligne, on se ressemble tous un peu, là, tu sais. Oui, il y a des belles comparaisons qu'on peut faire avec notre univers de ce duo-là. Moi, j'ai beaucoup aimé l'aspect de la créature, même si c'était pas très révolutionnaire comme apparence, j'ai bien aimé Je me demandais si au début c'était du maquillage ou si c'était fait par ordinateur. J'ai pas eu le temps de vérifier, malheureusement. Je pense que c'est du maquillage, c'est un costume, moi, je pense. Je pense que c'est un costume, parce que l'acteur qui le fait, Doug Jones, il est spécialisé dans ce genre de rôle-là. Ce genre de rôle-là. Donc, je serais pas surpris que ce soit un costume. Mais j'ai beaucoup aimé ses interactions. Il parle pas, mais la façon qu'il s'exprime, moi j'ai trouvé ça vraiment. On sent ses émotions. Puis j'ai aimé le fait aussi que l'actrice principale, elle apprend des mots. Parce qu'elle parle le langage des signes, puis elle apprend des mots dans le langage des signes. Je trouve que c'est un beau lien comme ça de compréhension. Parce qu'à un moment donné, elle explique que c'est le seul qui peut la comprendre, parce que c'est le seul qui sait pas qu'elle est muette. Donc, elle se sent vraiment plus proche de lui que les autres. Fait que j'ai vraiment aimé ça, ce développement-là, qui apprend des mots. Puis aussi,
ben ça, du lien qui se crée entre les deux, qui est assez particulier. Puis au début, j'étais comme, je m'attendais pas à ce qu'il y ait une tournure comme ça, mais finalement, ça se prend bien. Puis il y a même une petite scène un petit peu drôle où elle va voir ton ami, puis son ami réalise qu'elle a couché avec la créature, puis elle fait comme, t'as pas fait ça? Ah ouais, comment qu'elle l'explique avec ses mains, c'est comme un trou, l'affaire s'ouvre, puis ça sort. Puis elle a pas besoin de le dire, on le comprend. Là, c'est bon signe là en partant. Là. Oui. Puis, donc, puis je vais parler aussi de Michael Shannon, le méchant, que chaque scène qu'on le voit dans le film, il prend la place. La première scène, il va aux toilettes, là, puis les deux filles sont en train de nettoyer les toilettes, puis il rentre, il dépose des trucs, il commence à parler avec eux, puis comme bonjour les filles, vous allez bien, tout ça, puis il va à l'urinoir, puis commence à pisser sans les mains. Puis après il repart, puis il dit un vrai homme ne se lave qu'une fois les mains, soit avant, soit après, pas deux fois. Ça c'est des faiblesses. C'est une faiblesse de caractère. C'est comme, ok. Au début, c'est drôle parce que quand le film a commencé, je pensais qu'il allait mourir, tu sais. Il saignait, je pensais qu'il avait reçu une balle, genre, ou de quoi de même. Ouais, finalement, il se fait blesser. Finalement, il se fait couper 2 doigts. Ouais, qui récupère, mais. Je pensais même que le film allait peut-être virer dans le gore. J'étais comme surpris, mais finalement, c'est juste pour montrer que la créature est comme effrayée par ce qu'elle voit. Là. Ouais, parce que lui, il a la torture, c'est pour ça qu'elle l'a blessé. Mais j'ai vu aussi le parallèle quand il y a la torture. Tu sais, la torture animale, là. Ouais. J'ai vu cette image-là, je pense que c'était un message voulu, mais il hésite pas à torturer la créature pour qu'elle fasse ce qu'il dit, tu sais. Là-dessus, je sais pas, ça m'a dérangé un peu de voir cette scène-là, mais en même temps, c'était bien fait, là. Avez-vous, ça va vraiment être bizarre comme comparaison, avez-vous un sentiment un peu, je sais pas si tu avais déjà vu ce film-là, le fameux destin d'Amélie Poulain. Oui. Ouais. J'ai ressenti un peu les mêmes feels, c'est pas tout à fait la même mise en scène, mais tu sais, comme au niveau du décor, la façon que c'est filmé, c'est comme vraiment un poème visuel. Là, non, t'as raison, c'est un peu l'aspect de la même chose. Non, c'est bien dit, un poème. Comme je te dis, à la fin du film, j'avais vraiment... j'étais ému, là. Tu sais, pour qu'un film me donne une émotion comme ça, genre, c'est que... Moi, c'est ça, c'est une question de feeling. Genre, tu sais, Amélie Poulain, c'est la même chose. Là, j'ai braillé dans... Je pense que j'étais en peine d'amour quand j'ai écouté ça. En plus, j'ai fait exprès de l'écouter. C'est comme être en dépression pour écouter Black Mirror, faut pas faire ça. Tu me l'as dit déjà plusieurs fois. Mais pour continuer avec le film... Mais tu sais, en somme, on va se dire, le film est relativement classique aussi. Tu sais, il révolutionne à rien, là, tu sais. T'as la rencontre des deux qui semblent être complètement opposés. T'as finalement le dénouement qu'ils vont faire s'arranger pour que la bébête sorte de on pourrait dire de sa prison pour être libérée puis que les deux ensemble. Fait que c'est vraiment, tu sais, il réinvente rien. Mais j'aime comme la patte artistique à Guillermo. C'est ça qui rend le film comme plus... Tu sais, qu'on accroche visuellement, là. Il y a vraiment... C'est un vrai charme, là. Moi, il y a un personnage secondaire, c'est le voisin de la personnage principale, qui j'ai trouvé très attachant. On sentait qu'il a été vraiment développé. Souvent, les personnages secondaires sont pas très développés, mais ici, on sentait qu'il y avait un profond vécu. Tu sais, puis il traite l'homophobie avec ça aussi. Ouais, puis en fait, la première scène que je l'ai mentionné, c'est quand il va voir son ancien boss, parce que lui, il est peintre. Puis il montre la peinture, puis il dit c'est pas correct, fais-moi ça comme ça. Il repart, puis il revient leur voir avec sa nouvelle peinture, puis il dit c'est pas le bon temps, là, reviendra une autre fois. Là. Puis il s'en va comme ça, sec, puis il regarde comme. Puis tu vois qu'il est comme. Tu vois, il veut juste qu'on accepte son œuvre, il veut dire qu'il a été expulsé, il a été caché ou quelque chose. Puis c'est un message subliminal envoyé à Hollywood aussi. Peut-être aussi. Puis après la scène dans la place de tarte, qu'au début, il prend toujours la même sorte de tarte, puis il l'aime pas. Je trouve ça un peu particulier, parce que son frigidaire est rempli de tartes au citron à lime. Qui sont pas finis. Ouais, ils sont pas finis. Je fais ça, j'étais comme, hein? Mais la scène qui retourne, puis qui jase avec le barman de tarte. Puis il y a comme une mini-scène d'homosexualité. Ouais, une crouse. Une crouse, puis ça crée comme un malaise. Mais il revire 2 personnes noires aussi. C'est un film d'époque, hein? Ouais, c'est ça. À 2-3 reprises, il y a des mentions de racisme. Entre autres, avec la meilleure amie du personnage principal, qui est jouée par Octavia Spencer. À quelques moments, il y a des moments il y a comme du racisme envers elle. Ouais. Quand il se fait interroger, il dit vous avez pas une grande famille, vous, tu sais, les gens de votre sorte, d'habitude, vous avez des grandes familles. Puis elle fait comme non, ma mère est morte juste après moi. Il y a comme une sorte de malaise qui se crée, là. Ben, je pense que c'est ça le but, de mettre une femme avec un poisson. Tu sais, dit de même, ça a l'air absurde, mais je pense que c'est justement... C'est ça le message que Guillermo essaie d'envoyer. Non, il y a des beaux messages véhiculés dans le film. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres scènes que vous voulez mentionner du film?
La finale, peut-être? Ouais, c'est ça que j'allais dire aussi, la finale, que je m'attendais vraiment pas à ça, genre, parce que moi j'étais surpris, mais après ça, je me suis dit, tu sais, ça se peut pas, là, il va y avoir. Là, on peut le mentionner. Là. Ah, ouais, c'est. Ben, en fait, c'est qu'à la fin, il tue les deux, genre. Le méchant, il tire sur l'espèce de créature, puis sur la fille. Fait que là, j'étais là, ben non, tu sais, ça se peut pas. Là, je me suis dit, il va sûrement y avoir un truc, mais j'avais oublié que. La bébête elle se régénérait. Ouais, la créature a des pouvoirs. Tu te le montré une fois, hein, avec l'autre qui repogne ses cheveux, là. C'est pour ça, je l'ai vu vite, mais j'y avais pas pensé. Mais ça a pas marché avec le chat, ben non. Non. Ouais, mais ils disent dès le début du film en disant d'où il vient, parce qu'il vient de l'Amérique, ils disent qu'il vient du Sud, ils disent d'où il vient, les gens le considèrent comme un dieu. Mais ils disent regardez là, il saigne, c'est pas un dieu, mais tu comprends rapidement, tu comprends à force du film que non, finalement, il y a des super pouvoirs, là, il peut guérir pis tout. Puis non, la fin est vraiment choquante, moi aussi, j'étais comme ah, mais non, ça peut pas arriver ça. Puis même le russe qu'on voit dans le film, qui se fait, à la fin il est repenti parce qu'il décide de sauver la créature, puis finalement il se fait trahir, puis il se fait descendre. J'ai trouvé ça dommage. C'est un bout violent du film d'ailleurs parce qu'il se fait une balle qui traverse sa bouche. Ouais, puis il se fait tirer par là. Ah, ouais, comme c'est douloureux. Non, c'était vraiment badass cette scène-là. Ouais, parce que Michael Keaton sort de son char puis il fait genre ta. Il est bon pour faire ça, mais bref, la scène à la fin qui se plonge dans l'eau puis qu'il le transforme en poisson, il met des branchies. Ouais. Je l'avais vu aussi, c'était comme des graphines qu'elle avait eu dans son enfance. Ouais, elle a dit qu'elle en parle au début, elle veut pas en parler parce que ça vient de son enfance. Hein. Puis j'avais remarqué que ça avait l'air d'être des branchies. Puis finalement, ça, il le soigne, puis ça devient des branchies. Puis j'ai trouvé que c'est une belle conclusion au film. Ouais, moi aussi, c'est fini. C'est beau, comme je te dis, ça refinit dans l'eau, puis les deux, ça. C'est très surprenant comme fin de film, là. Ouais, c'est fantastique, là. C'est fantastique. Mais je trouve que ça finit bien, tu sais, genre dans le sens. C'est happy ending, oui, mais genre, ça finit comme on aurait souhaité que ça finisse, là, tu sais. Il y a comme un réconfort dans toute la tristesse que le film projette, là. Ben oui. Ouais. Écoute. On va-tu broyer ensemble, les boys? Bref, je pense qu'on est rendu au moment de la note. Ouais. Max, je te laisse l'honneur de commencer avec un beau 2. Ouais, ben je donne un 2.5 sur 5 parce que c'est loin d'être le meilleur. Non, c'est pas vrai. Je la voyais qui me regardait. Je donne un 3.5 sur 5 pour vrai. C'est un film qui est très beau, très poétique. C'est pas le film non plus qui m'a le plus accroché de Guillermo. Je sais pas à quel point il méritait. Je trouve que Guillermo méritait ses Oscars pour l'ensemble de sa carrière, pas seulement pour ce film-là. Mais c'est un film qui m'a plu, j'ai passé un bon moment, qui m'a touché, mais qui m'a pas non plus émerveillé à un point que... C'est plate à dire, mais je suis probablement d'ici d'un an, je vais l'avoir déjà oublié le film. Mais c'est un film que j'aime beaucoup, je respecte le travail qui a été fait en arrière, et c'est un bel œuvre qu'au moins tout le monde devrait au moins voir une fois dans sa vie. Là. Je pense qu'il serait bon de voir ce film-là dans des écoles aussi. Guillemot, ta note? Moi, écoute, pour l'ensemble de l'œuvre, que je trouve qu'il construit, tu sais, quand t'écoutes ce film-là, c'est signé que c'est Guillermo del Toro. Il a construit tout son univers. Je trouve que c'est une pièce de plus, une flèche de plus à son arc. Puis, ce qui m'a marqué aussi de ce film-là, c'est que souvent, moi, je lis les journaux dans le métro là, quand je m'en vais au travail. Puis, j'avais lu la critique du film, puis c'est rare que tu vois le premier, c'est chef-d'œuvre, comme j'avais vu ça dans le temps avec Le Seigneur des Anneaux, ben tu sais, le premier. Puis le deuxième, c'est remarquable, puis deux j'ai jamais vu ça depuis que j'étais à Montréal. Puis The Shape of Water avait eu 2, fait que c'est ça aussi qui m'a incité, ça c'était avant les Oscars. C'est ça qui m'avait incité à écouter le film. Puis juste pour ça, moi j'ai adoré le film. Moi je l'ai trouvé, tu sais, c'est comme c'est dramatique, avec des petites doses d'humour en même temps. Moi, je donne 4.5. 4.5? Ouais. Moi, j'ai trouvé ça très bon, puis je le conseille à tout le monde. Écoute, je suis un peu dans la même lignée, je suis entre vous deux. Moi, je donne un 4 sur 5. C'est un film qui m'a agréablement surpris. C'est un film quasi sans défaut, qui nous fait voyager. On vit comme dans un autre monde, même si c'est un peu comme ils veulent historique. Ça se passe pendant la guerre froide. Il y a comme un côté réel, mais un côté irréel. Le côté science-fiction est présent, mais peu présent, dans la mesure que, oui, un peu de fantaisie, un peu de choses hors normes, mais dans l'ensemble, c'est un film qui nous garde 2 pieds sur terre. La créature est incroyablement bien faite, les décors sont à couper le souffle. L'ambiance qui est mise le long du film, on sent que c'est du Guillermo del Toro, comme m'a mentionné Guillermo. C'est sa touche, même si tu m'as pas dit c'est lui qui réalisé, on le sentait dans sa touche de ce film-là. Le casting est très bon. L'actrice principale m'a agréablement surpris. Elle a fait une muette incroyablement bonne, qu'on s'attache.
Écoute, c'est vraiment un très bon film. Puis même les autres personnages, autant le méchant que le russe, je les ai tous aimés. Dimitri, je pense qu'il s'appelait. Et donc, ce film-là mérite amplement un 4 sur 5. Là. C'est un très bon film que je recommande chaudement. C'est déjà le moment de la fin. Vous pouvez nous suivre la Ligue des Cinévores sur Facebook, Twitter, iTunes, YouTube, RZO, DJ Pod. Vous pouvez nous suivre aussi sur le canal Cinéma et sur la radio du 101.9 CHI les samedis soirs dès 20h. Et vous pouvez me suivre moi, Mathieu Belprévost, sur Facebook. Vous pouvez suivre Max Taillon sur Facebook et Twitter. Et Guillemot, toi, on peut te suivre où? Ben oui, vous pouvez me suivre sur Facebook. Sur Facebook à Guillemot Tolosa. C'est ça, Guillermo Tolosa. Puis juste pour que ça soit clair, on a critiqué un film de Guillermo del Toro. Mais moi aussi, je m'appelle Guillermo. C'est Guillermo Tolosa. On aurait dû le mentionner au début de l'émission. Mais j'avais mentionné que tu s'appelais Guillemot. Mais c'est le concept aussi de Guillemot. Écoute, Guillemot, je te remercie de venir à notre podcast. Je pense que c'est apprécié aussi. Ouais, je suis content. Ça me fait plaisir, c'est fun. Puis espérant que tu reviennes on avait gardé le film justement parce que c'était Guillermo. On te réinvite pour Dora. On te réinvite pour Dora, voilà. Mais écoute, j'aimerais ça que tu reviennes bientôt. Je veux pas attendre une autre année avant de t'inviter. Parfait, ça me fait plaisir. Donc écoute, là-dessus, c'est déjà la fin. On vous dit de rester à l'écoute. Et on se dit...